Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Passion Foot numéro 90, l'émission des passionnés de foot sur la 7ème chaîne. Les événements du 13 novembre sont un peu derrière nous, quoique encore dans nos mémoires en témoignent la Marseillaise jouée et les minutes de silence respectées dans les stades de Ligue 1, Ligue 2 et dans d'autres championnats européens. Mais dans cette émission, enfin, on va parler que de foot, rien d'autre. Et ce soir m'accompagne pour débattre et commenter cette actualité Clément, Gabriel, Mallory et Cédric. Salut à tous. Salut. Comment allez-vous ? Ma foi, pas mal. Tant que supporter parisien, ça va. Pourquoi Clément ? Ouais, parce que je sens que je sais pas pourquoi, je sens que tu vas me poser certaines questions. Je vais devoir y répondre et j'ai pas envie. Genre, tu vas me parler de... Tu vas nous faire une Benzema pendant une garde à vue en fait. Ouais, t'as pas envie de parler quand même. Oui, je vais cracher par terre, je vais m'en aller. Ça va bien avec la reprise du foot le week-end. Au programme donc Enfin, reprise du foot de la Ligue 1. Attention. Oui, bah, c'est déjà pas mal. Plusieurs matchs en... Et les championnats européens. Oui. Et au programme donc de ce 90e numéro de PF, on commence par la 90 Ligue 1. Oui, 90. Oh putain. Ça commence à faire bien. T'as vu ? Il y aura une spéciale pour la 100e, vous inquiétez pas. On Oh là commence par la Ligue 1. Alors, quand on dit la 100e, ça veut dire une émission où il y aura et Quentin et Adrien. On verra. On commence par la Ligue 1 avec le débriefing du match Saint-Etienne-OM. Et ensuite, on reviendra sur les rencontres de PSG avec Cédric. La rencontre de Lyon avec Clément. T'es avec nous, hein ? C'est bon ? Tu survis ? De Monaco avec Mallory qui nous parlera de la malchance encore de Carrillo. Oui. Mais aussi traditionnellement les coups de cœur et coups de gueule des chroniqueurs. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, le Tour d'Europe. Pas mal de choses à dire. Il y avait pas mal d'affiches aussi, que ce soit en Angleterre avec Manchester City, Liverpool, en Espagne avec le Classico, le vrai, et en Italie avec Juve, Milan AC. Pas mal de choses à dire. Voilà, on lance un jingle et on commence à débattre. À tout de suite. Le chauve là, mets-lui la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve peace, he should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. C'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1 et le débrief du match du dimanche soir entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille et le score final 2-0 pour l'OM. Et on a encore vu une fois les difficultés de l'AS Saint-Etienne contre une équipe d'un standing de haut de classement de Ligue 1, même si l'OM actuellement est dans la deuxième partie de classement, mais est amené à se retrouver beaucoup plus haut dans la saison. Deuxième défaite à domicile après la défaite contre Nice 4-1. Ils avaient pris quand même une raclée contre Lyon avant la trêve. Beaucoup d'absences, toutefois côté stéphanois, notamment dans la défense centrale, puisque l'équipe de Saint-Etienne a commencé à côté de Perrin, c'était Poloma. Et les latéraux, c'était Asoué Koto et Claire. Le milieu de terrain, pas de Lemoine titulaire, pas de Clément titulaire en même temps. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, je crois 2 ans. Ils ont dit qu'il n'y avait pas au moins un des deux titulaires. Le retour de Renaud Coad. Retour de Renaud Coad avec Pajot. Nolan Roux qui était sur l'aile droite. Mono Paquet sur le côté gauche. Et Srick en soutien de Amouma. Donc un mot sur la prestation de l'AS Saint-Etienne. Globalement, maintenant devant le micro, mon cher oui, Clément. il faut que je reprenne l'habitude. Globalement assez mauvaise. Tu cites les joueurs depuis tout à l'heure, à part Ruffier qui a fait un très bon match, mais bon, hier les deux gardiens se sont mis en évidence. J'ai trouvé Mandanda encore plus Oui, bien sûr. Non, mais Ruffier a fait de belles perfs. Tu regardes sur les 2 buts, il peut pas grand chose au final. Ah bah non, il peut pas penser que Nkoudou va faire une telle passe décisive. Une performance globale mauvaise. Tu sens que le milieu de terrain manquait de créativité, aussi d'automatisme, comme tu dis, vu qu'il manquait les cadres. Coad, il revenait de blessure, ça s'est senti, parce que
même avant l'heure de jeu, il était claqué, quoi. Donc, sur la deuxième mi-temps, ça c'est vraiment Après, je sais ressenti. pas ce qu'en pensent les supporters stéphanois, mais un retour de Coad au milieu de terrain, ça fait plutôt du bien. C'est au niveau technique. Niveau technique, oui, non, mais là, tu sens qu'il a été titularisé par la force des choses et que dans le meilleur des cas, il l'aurait pas été. Ça aurait été beaucoup mieux pour Saint-Etienne. Après, il va vraiment falloir dès le 1er janvier, qu'ils se mettent sur un attaquant parce que ça va pas être possible de faire 6 mois avec Amouma en attaquant de pointe et remplacé par Baïbek. Sachant que dans les postes de prédilection, Amouma est plutôt un ailier droit à la base. Et Roux en avant-centre. Oui. Voilà, et là, c'est inversé. C'est ce qui m'étonne, c'est ok, t'as un blessé, mais derrière tu changes les postes pas de tout le monde, mais tu changes le poste d'Amouma qui a l'habitude de jouer sur l'aile droite. Alors là-dessus, après, faut juste voir Pour le coup, je défendrai Galtier parce que tu regardes les stats depuis le début de la saison. Au début, ils avaient mis Roux en 9 à son poste. Il était vraiment mauvais. Et sur l'aile droite, bon, c'était avec Beric, tu me diras. Mais sur l'aile droite, il avait mis autant de buts et il était assez bon passeur. Donc ça justifie, mais ça justifié avec un Beric devant, quoi. C'est vrai que surtout à domicile, Amouma en pointe. Amouma est le meilleur buteur de compétition confondue de la Saint-Etienne avec 6 buts, dont 4 en Europa League. Et quelques pénaux, il me semble. Ça, je m'en souviens pas, mais je peux te dire que c'est le meilleur buteur des Verts. Là, on voit bien les limites de cette équipe quand elle a pas tous ses joueurs cadres. Ça s'est vu clairement hier. Même quand on a tous ces joueurs cadres, c'est très limité. Mais là encore pire, parce que disons qu'avec Beric devant, tu pouvais espérer marquer parce que oui, Saint-Etienne a eu les occasions pour marquer. Bah oui, surtout en première période. Derrière, en deuxième mi-temps, il y a un gros passage à vide où il lâche complètement le match, mais jusque-là, ils étaient plutôt dedans. J'ai tout noté, vraiment les occasions. Bah, t'as à la 9e minute la frappe d'Amouma qui allait se loger pratiquement dans les lucarnes de Mandanda. Et il y a aussi le poteau. Monet Paquet, mais la frappe sur le poteau de Monet Paquet à la 30e, et puis surtout à la 38e minute, cette arrêt de Mandanda main opposée sur la tête de Pajot. Pendant 40 minutes, ils ont été compacts. C'est eux qui, on va dire, dominaient le match, puis après. Je sais pas s'ils dominaient, mais au moins ils étaient dedans, quoi. Parce que j'ai pas trouvé non plus l'OM ridicule sur cette première mi-temps. Clairement. Par contre, mais l'OM, quand je dis domination, c'est parce qu'ils jouaient à domicile, donc ils avaient un peu plus la balle. Mais après, il y avait pas beaucoup de différence. J'ai souvenir justement que la French chat, quoi. Je suis désolé, Gabriel, mais sur les buts. Gabriel, j'ai plus souvenir que justement c'était l'OM qui avait la possession du ballon, notamment sur la première mi-temps. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, ça s'est inversé. Dans le moment où Saint-Etienne, pour moi, était le meilleur, c'était de la première. Ah bah, c'est sûr avec bien sûr des moments après la deuxième mi-temps, parlons du scénario, c'est que le deuxième but de l'OM arrive très rapidement en début de deuxième mi-temps et ça casse au final toute velléité ensuite. En première mi-temps, enfin, l'OM a quelques occasions aussi, la frappe de la Sana Diarra. Ouais, c'était équilibré, moi je trouve. Oui, plutôt équilibré. Après, passons quand même aux performances marseillaises, et il y a un joueur qui m'avait plu, en tout cas sur la première temps, un peu moins en deuxième, c'était Cabella, qui était dans l'axe, mais qui était pas dans un rôle de 10, c'est-à-dire que il bougeait beaucoup, décrochait pas mal. C'est un peu le rôle que doit avoir aussi Esseric à Saint-Etienne. C'est pas le 10 meneur de jeu, c'est un peu un 9,5, un joueur qui se balade un peu partout, qui crée des brèches et des décalages. Là, c'est vrai qu'on a retrouvé un peu le Cabella de Montpellier. Forcément, dans l'axe, Cabella est meilleur que sur le côté gauche ou même sur le côté droit. Maintenant, du côté de Marseille, ça a profité aussi du fait, comme on disait, que la défense de Saint-Etienne est catastrophique. Les latéraux ont pris l'eau. En défense, t'as Polomat. Alors, Polomat, il me semble que c'est un latéral au départ. C'est un latéral gauche, ouais. Donc, finalement, t'avais que Perrin et qui a déjà joué à ce poste, mais en réserve, voilà. Oui, non, mais de joueurs de très bon niveau de Ligue 1, t'avais que Perrin dans l'axe, même dans la défense, parce que François Clerc est vraiment sur la fin et il a pris très cher face à Nkoudou. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi Saint-Etienne a eu peut-être aussi du mal à pousser pour revenir au score, parce que déjà que derrière ça prend l'eau. Imagine si François Clerc et Assoue Koto montent, t'aurais eu des boulevards sur les côtés. Ça, avec Nkoudou et Ocampos, ils en auraient bien profité. Ouais, Ocampos. Ouais, Ocampos, je suis assez sceptique parce que en fait, ce mec a du talent. Mais le problème c'est qu'il veut trop le montrer. Donc dès qu'il a une occasion de but, s'il la met pas en retourné ou c'est lui qui dès la 3e minute a une occasion pour l'OM et tire très mollement sur Ruffier.
Après, c'est même sur le premier but, c'est lui en premier qui touche le ballon, mais il veut la mettre en majeur, je crois. Ouais. Et c'est en se loupant que ça revient sur Nkoudou qui loupe encore plus magnifiquement. Après, j'ai vu que Pierre Ménès l'avait mis dans les flops à la fin du match. Je suis pas d'accord non plus. Il s'est investi sur ce match. C'est un peu sévère. S'il se simplifiait face au but, il aurait de très bonnes stats à mon avis, quoi. Mais il cherche trop la complication, quoi. Sur Marseille, là, on peut noter, je trouve, une bonne performance sur plutôt l'ensemble du match, enfin, avec des moments hauts. Mais sur cette saison, c'est plutôt rare d'avoir un match plutôt complet, je trouve, de l'Olympique de Marseille. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. En première mi-temps, ils étaient bons et en deuxième, meilleurs. Et du coup, ce qui est logique pour moi, la victoire. Et le fait qu'ils gagnent à l'extérieur, puisqu'à domicile, je pense s'explique, comme tu l'as dit, par Kabela et Nkoudou, qui sont des bons joueurs pour les contres, même s'ils n'ont pas que joué en contre. Faut pas... Après, je trouve que c'est des joueurs qui sont plutôt bons là-dedans. Toujours un petit bémol défensif pour Marseille. Oui, c'est ça. Mandanda brille quand même pas mal. Oui, c'est qui que t'as envie de pointer, entre guillemets du doigt, une performance défensive à l'OM? J'ai envie de dire grosso modo la défense, enfin l'organisation. Quand tu commences à prendre des occasions quand t'as Nolan Roux et Kevin Monet-Paquet en face, c'est que voilà, faut se poser aussi des questions. Après, on va dire que Monet-Paquet et Nolan Roux sont peut-être des bons joueurs de Ligue 1, mais pour Marseille, manger autant d'occasions certes à l'extérieur, mais contre cette attaque-là qui manque aussi d'automatisme, faut aussi le noter. Je veux dire, on en a parlé au début, mais l'organisation devant a changé. C'est un petit peu inquiétant. Maintenant, Marseille, depuis le début de la saison, la défense n'est pas au top, mais faut régler aussi ce problème-là. Devant, c'est en train d'être réglé au niveau de l'animation offensive. Après, faut confirmer ça, surtout que le prochain match, ça va être aussi du très lourd. Il me semble que c'est Monaco. Oui, c'est ça. Donc là, ça va être intéressant à suivre, voir si Marseille confirme. Ce sera le match du dimanche soir, donc match qu'on débriefera très lourd, lundi prochain. Monaco du très lourd. Bah ça sera une affiche. Oui. Non mais par rapport à Saint-Etienne, je veux dire, non mais quand je dis du très lourd, ça va être du standing, du top, du premier tiers de classement pour savoir si Marseille va confirmer. Si c'est pour confirmer contre des équipes comme Troyes, c'est un match que Marseille a déjà joué. Marseille peut remonter dans la première partie de classement. Ils jouera à domicile Marseille. Oui, ça Marseille, ça va être intéressant de voir s'ils arrivent enfin à faire du jeu chez eux. C'est ça. Oui, parce que là tu remplaceras Pajot, Coad et Seric par Moutinho, Toulalan et Pasalic. Sachant que Marseille sur les 4 prochains matchs, ils reçoivent 3 fois. Hein. Ils vont une fois à Rennes, puis après ils recevront après le déplacement à Rennes, ils recevront Montpellier et le Gazélec. Et les deux joueront l'Europa League la même semaine? Bah oui. Donc voilà, au moins ils partent sur un même pied d'égalité. Ça sera aussi intéressant parce que Montpellier et Gazélec, c'est des équipes un peu en forme en ce moment, donc à voir. Des bons tests pour Marseille. Rien d'autre à ajouter sur cette rencontre? Le retour de Djadjedje. Voilà. Oui. Qui n'a pas fait un mauvais match pour une reprise, je trouve. Offensivement, il a apporté. Après, toi, le supporter parisien, qu'as-tu pensé de la rentrée de Jean-Christophe Baebec? Moi, notamment sur la dernière action à la 93e minute. Non, mais c'est toujours sympa de rire un peu le dimanche soir. Mais non, mais c'est vrai, tu t'es un peu moqué de moi. C'est vrai qu'il réussit le crochet. On y croit. Puis après, il fait une frappe dans les nuages. Non, mais Baebec, on le découvre pas. Il aime bien faire les crochets et des grosses frappes. Il sait pas finir. Il y a qu'à voir ses stats. C'est pas le moins doué de cette équipe. Ça peut poser problème, ça, de pas être capable de finir. On passe maintenant à la rencontre du Paris Saint-Germain samedi après-midi. Donc succès 2-1 à Lorient, une équipe parisienne pas mal remaniée. On peut parler notamment de la titularisation de Kimpembe aux côtés de Thiago Silva en défense centrale ou d'Hervé Nongenda à la place d'Edinson Cavani sur le côté gauche. Et puis au milieu de terrain, mais avec les absences de Pastore, Verratti oblige le milieu entre, on va dire en ce moment du moment Mota, Matuidi, Rabiot. Donc retour avec toi Gabriel et Cédric. Première fois qu'ils jouent ensemble, Ongenda et Kimpembe, il me semble, en équipe première. C'est possible. Cette saison, ouais. Oui. Cette saison, c'est sûr. Et de toute façon, Kimpembe a sa première titularisation. Kimpembe a pratiquement pas joué avec l'équipe première. Ongenda un peu plus il y a 2 saisons. Et premier but en Ligue 1 pour Ongenda. Ça, et son deuxième but avec l'équipe professionnelle. Maintenant, revenons sur contre ce Bordeaux. match et on voit bien Cédric. Oui, un match
plutôt plaisant parce que Lorient est une équipe joueuse. Exact. Alors, ce qui est un peu triste, c'est d'avoir une pelouse synthétique aussi dégueulasse. Des conditions pas top non plus pour jouer. Il me semble qu'il y avait du vent, un peu de pluie. En plus, ça forcément. Une pelouse synthétique. Quand t'as une pelouse synthétique qui est en plus arrosée, comme d'habitude. Même de pluie. Et sur du synthé, ouais, la puis pluie ça accélère beaucoup en plus, voilà, c'est ça. C'est... Et sur du synthétique, la balle quand elle rebondit, mais ça fuse, c'est très 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 compliqué à jouer. Donc forcément, il y a eu un peu de déchets. Sachant que en aparté, la pelouse de Lorient va être changée. Je crois qu'il passe à une pelouse nouvelle génération. Je suis d'accord avec toi que c'est pas le pire match du PSG cette saison. Je m'attendais après la trêve et tout ça avec les remplaçants. Enfin, ça a pas été excellent non plus. C'est la première fois que Paris marque en première mi-temps à l'extérieur. Il me semble. C'est possible. Alors là, tu me demandes trop. Vas-y, laisse-moi réfléchir. Non, continuez votre continuez votre développement et je vais continuer. Non, mais c'est ça. Il y a pas de première mi-temps du PSG. Paris, si la stat se confirme, la première fois qu'ouvre le score en première mi-temps, il marque aussi le deuxième but, donc c'est-à-dire que Paris a continué à pousser, même s'ils marquent sur leur premier tir cadré, hein, c'est pas non plus. Là, je regarde les matchs. Lorient avait fait plutôt une prestation correcte jusqu'au but. Lorient était pas mal, mais Lorient n'avait pas vraiment d'occasion non plus. C'est assez étonnant, c'est de voir Paris marquer en contre. C'est pas le cas de figure qu'on voit le plus avec le PSG de Laurent Blanc. Et voilà, c'est pour ça aussi que les équipes jouent à 10 derrière, mais si tu veux essayer de gagner contre Paris, il faut aussi essayer d'attaquer. Du coup, ça m'a fait plaisir de voir Lorient jouer comme ça, et finalement ils perdent que 2-1, comme quoi c'est pas parce que tu essaies de jouer contre Paris que t'en prends 5. Et en plus, Paris qui finalement arrête de jouer à l'heure de jeu, vraiment. Laurent Blanc qui se dit tant qu'on prend pas de but, les changements je m'en fous un petit peu. D'ailleurs à la fin il fait rentrer JKA à la place de je ne sais plus qui. Lucas. Ça doit être ça. Oui, Lucas qui a comme d'habitude fait un match. D'ailleurs il sort aussi Ongenda pour faire rentrer Stambouli. Oui. Donc il passe, il commence à blinder derrière, il se dit 2-0 c'est bon, ça suffit. Le 2-1. Voilà, le 2-1 sur une erreur de marquage. Après, ça panique légèrement, ce qui est normal, parce que l'équipe pousse, mais je pas trouvé Paris non plus complètement perdre les pédales. C'est un peu dommage de se prendre un but à 10 minutes de la fin et de douter légèrement. Bon match de Thiago Motta. Thiago Motta est toujours aussi énorme, surtout sur n'importe quelle pelouse. De toute façon, Silva, tant que les pelouses ne sont pas brésiliennes, c'est bon. Ibra pour sa 100e. Ça va, il a été correct. Une petite passe D. Non, mais c'est une prestation sérieuse de Paris avec une équipe un peu remaniée. Là pour le coup, l'essentiel c'est les 3 points. Oui, là c'était vraiment clairement le finalement message, le match n'était pas dégueu. Non, j'ai vu pire cette saison. Pas dit ça, mais voilà, je veux dire avec au final une composition d'équipe mixte. Ouais. Après, Paris remporte encore les 3 points. Je soupçonne Laurent Blanc d'avoir fait jouer Kipembe, Ongenda. Déjà. Non, mais après avoir vu déjà Lyon perdre, parce que finalement Paris gardait quand même l'écart, et après les critiques suite à la sélection de Coman en équipe de France sur les joueurs du PSG formés au club qui ne jouent pas, machin, là il s'est dit je mets le paquet. Ouais, je sais pas, là tu vas chercher loin là. Non, mais ça m'étonnerait pas. Parce que finalement, pareil, au lieu de faire rentrer Cavani, qui aurait pu très bien rentrer à l'heure de jeu à la place d'Ibra, il fait rentrer Augustin en fin de match. Provision du match de Malmö. Voilà, il y a beaucoup de joueurs aussi. De Malmö aussi. Faut le dire, il y a aussi beaucoup de joueurs notamment les Argentins, qui voulaient pas trop jouer. Oui, puis t'avais David Luiz qui était revenu aussi, qui était blessé aussi pour cette rencontre aussi, et qui a quelques soucis pratiquement depuis le début de saison, qui a été ménagé pour ce match. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que bonne nouvelle pour Paris, c'est l'infirmerie qui se vide. Là, apparemment. Dis-moi. Ce que j'ai entendu sur les retours de plusieurs joueurs qui étaient absents. Bon, Pastore, on savait qu'il allait revenir. Oui. Donc apparemment, il serait apte à jouer. D'après ce qui est dit au club, il serait apte à jouer mardi, mais il faut voir si Laurent Blanc va le faire jouer. Mais en tout cas, il serait apte à jouer. Super. Et encore une bonne perf de Rabiot aussi, qui continue à enchaîner les perfs. Ça c'est à noter. S'il continue comme ça, comme je l'ai dit, je suis prêt à tourner ma queue. Ça fera une bonne solution sur le banc. T'as quoi? Tu prévois un coït de ce genre-là? Ça y est, il l'a placé. Voilà. Oui, parce que Mallory devait placer le mot coït dans l'émission. Et encore un but de Mukanjo, qui est meilleur buteur avec 10 buts. Meilleur buteur de la Ligue 1. Devant Zlatan et Batshuayi. Ancien joueur de? Ouais.
Au moment où Monaco descend en Ligue 2. Ouais, il joue 6 mois. C'est ça, il venait de Nîmes. Rien d'autre à ajouter sur ce match. Führer. Non, pour... Ils ont 13 points d'avance, ils sont pépères. Voilà. Si, la Ligue 1 est finie, maintenant c'est le championnat de la deuxième à l'avant-hier. on va dire ça chaque semaine. Si, moi qui n'ai pas vu le match, les prestations défensives du PSG, et notamment en première mi-temps, apparemment, il y a eu un petit souci qui a été réglé ensuite. C'était Van der Wiel qui joue apparemment... Un petit souci avec Van der Wiel. Non, mais qui joue apparemment... Pas avec Madame Van der Wiel. Hein. Il n'y a pas de souci avec Madame Van der Wiel. J'avais posé une question sérieuse, tactique. Van der Wiel joue apparemment beaucoup trop par rapport au bloc défensif, et du coup... bloc défensif. Et donc du coup, les défenseurs centraux ont eu beaucoup de mal à le trouver, et quand il a décidé de reculer un petit peu, et ben le PSG a pu enfin monter son bloc. Et en plus, du coup, ça permettait à Guerreiro de côté l'orienté, côté gauche, d'avoir pas mal d'espace. Et bon, quand tu connais les qualités de ce joueur en profondeur, c'est vrai que les défenseurs du PSG bon, après ça s'est réglé. Van der Wiel a peut-être voulu faire du Aurier aussi. Non, après ça s'est réglé. Ouais, non, mais surtout Van der Wiel a fait du latéral néerlandais, c'est-à-dire quelqu'un qui va vers l'attaque, qui pense plus à qui est à l'origine du premier but. Oui, c'est ça, avec une passe décisive du gauche. Il se retrouve à l'entrée de la surface, quasiment, il repique pied gauche. Déjà Van der Wiel qui centre, c'est voilà, pied gauche, réussit un centre et du pied gauche. Non, qu'il ait réussi, ça va, il fait quand même des bons centres, mais voilà, c'est pas un bœuf qui centre tout le temps en tout cas. Non. C'est pas Aurier, c'est ce que tu es en train de nous dire. J'ai rien dit. Je sais pas si c'est vraiment tu l'as pensé. Mais on a senti le réajustement pendant le match après quand il est redescendu. Bonne réaction de Jean-Louis Gasset. Alors maintenant on passe au match qui avait ouvert cette 14e journée de Ligue 1. Clément, tu restes avec nous. Alors, j'introduis donc ce match. Oh oui, introduit. On parle de Coït, introduction, c'est n'importe quoi cette émission. Alors, je serais fier de nous. Ah oui, tellement. Alors, succès de C'est pour toi, Moquet. Succès de l'OGC Nice 3-0 face à Lyon. Que dire? Il y a eu... Sur ce match, il y a eu deux joueurs qui m'ont profondément marqué. C'est le défenseur, c'est bien un bien grand mot pour parler de Yanga Mbiwa, qui a profondément marqué aussi. C'est vrai. Et aussi de l'attaquant. Encore qui n'a pas marqué. Tu peux au moins citer un joueur de Claudio Beauvu. Oh. Voilà. Ça c'est non mais je parle. La prestation de Mapou beaucoup plus drôle que l'ensemble des sketchs de Tony Saint-Laurent réunis. Voilà. on l'a fait en antenne celle-là. Mais oui non mais il fallait que je la place donc. Fallait que tu places Tony Saint-Laurent. Bah du coup on t'écoute Clément sur Lyon. Alors défaite assez incompréhensible. T'as l'impression que c'est Sarkozy qui s'explique sur les affaires. C'est allez bon. Non, j'ai l'impression d'être vraiment le juge d'instruction. Alors si vous vous souvenez, le début du match est au final assez équilibré, voire même en faveur des Lyonnais, je trouve. Jusqu'au but de Germain qui intervient à la 21e. Quel joueur. Toujours pas sélectionné, c'est une honte. Je vais passer rapidement sur l'occasion de Beauvu au bout de 3-4 minutes qu'il doit mettre au fond. Clairement, il est tout seul au point de pénalty, il l'envoie en... Ah, qu'est-ce que j'ai ri. Il l'envoie en drop. Et à ce niveau-là, faut qu'il arrête de louper des occasions pareilles. Après, tu as le poteau de Lacazette sur une remise de Beauvu. Ah ouais, mais dès qu'il n'y a pas de pénalty, Lacazette. Il arrive plus. Ouais. À ce moment-là, le milieu de Lyon prend pas mal l'avantage, je trouve, sur le milieu niçois qui me faisait pourtant très peur, on va dire. On en reparlera de ce milieu. Voilà, Valbuena qui était au centre de toutes les attentions parce qu'il avait été un petit peu occupé dans la matinée et gagne pas beaucoup de duels mais assez actif. Donc j'étais plutôt content. Surtout tu restes sur un match épique contre Saint-Etienne. Voilà. Bon, même s'il y a eu la trêve entre les deux, ouais, ça permet d'oublier, mais le problème c'est qu'il y a eu la trêve. Voilà, je pense pour Lyon, pour le coup, ça leur a fait beaucoup de mal. Ça, on verra sur la durée, mais c'est ça. On parlera après peut-être que ce match Lyon-Saint-Etienne est peut-être tout simplement un feu de paille. On verra ça dans 2-3 matchs. Lyonnaise. Parce que après, le match de Saint-Etienne, c'était la 3e victoire de suite, donc c'est pas non plus bon. Ouais, mais il y avait la manière contre Saint-Etienne. Oui, c'est vrai. Non, c'était le meilleur match de la saison, ça, on est d'accord. D'autres matchs côté lyonnais. Et donc voilà, les Lyonnais, sinon les latéraux, j'aimais plutôt bien. Et vient l'ami Mapou, qui dès le début. Ça me fait penser à la marque de gomme, tu sais. Maped là.
Non, là, mais c'est pas malin comme ma poule. Dès le début du match, on sent que vaut mieux éviter de lui donner la balle. Je pense que tous les supporters lyonnais ferment les yeux à chaque fois que le ballon s'approche de lui. Il tente 2-3 trucs pendant ces 20 premières minutes, on va dire. Je sais pas si vous avez repéré, c'est des relances lyonnaises où en gros il est quasiment au milieu de terrain et il veut te faire des transversales de 20 mètres. Il l'a fait deux fois en tout, direct, tranquille. N'est pas tout l'allant qu'il veut, quoi. Sur une échelle de Koné à Kleber Anderson. Tu te places où? Au-dessus parce que les autres n'ont pas coûté 10 millions. Je rappelle, 10 millions. Et donc voilà, il loupe ces 2 transversales et là on a l'impression qu'il s'effondre. Enfin genre il se voit merde, ça y est, je suis pas bon. Rappelle Bernardo Silva, c'était 15 millions. Non mais c'est fou, j'ai vraiment l'impression que ces transversales l'ont massacré. Après premier minute de Germain où il est fautif mais il y a pas que lui, je trouve là pour le coup le milieu aussi à ce moment-là commence à s'effriter parce que Darder et Tolisso sont vraiment très mal placés sur cette action sur la passe D de j'ai oublié son nom d'un joueur niçois du milieu de terrain là. Voilà, Seri, je te remercie. Ici passe sur Germain. Après Germain qu'est-ce qu'il est bon lui, chaque match il me plaît de plus en plus genre. Ah mais c'était mon top. Entre Seri et Kosciello, et Germain le sous-côté. Voilà. Ouais, mais non, mais Germain on connaît. Mais Germain ça s'achète 25 millions dans tous les clubs anglais. Ah bah je pense que vous ils ont acheté bien plus mauvais que ça. Manu Rivière. Jordan Ayew. Donc voilà, à partir de ce moment-là, c'est la déconfiture totale. La débandade. La débandade. Pour rester dans le champ lexical. Bon, la réaction des non-lyonnais qui ont vu le match, quand même. Cédric, sur cette raclée mise par l'OGC Nice. Déjà, j'ai juste une question. Bedimo était blessé? Alors, il était sur le banc. Oui, mais je sais pas sa condition physique. Parce que oui. Il était sur le banc, son nom était marqué sur la plaque, tu sais. Je peux anticiper ta question. J'en veux beaucoup à Fournier parce que à la mi-temps, tu vois clairement que Mapou y est pas du tout. Je comprends pas pourquoi il sort pas Mapou pour mettre Bedimo et faire passer Morel dans l'axe. Voilà, c'est ça. Morel a l'habitude de jouer à axe gauche. Après Morel a l'habitude est bon avec un patron aussi en défense. Là, la défense, elle est un peu. À mon avis, Gonalon a pu jouer ce rôle-là aussi. Morel et Gonalon. Bon, je pense qu'on s'en serait mieux sorti, mais bon, après, pour le coup, je sais pas si Bedimo était blessé. Non, mais Lyon, dans l'impact physique cher à notre Ligue 1 et notamment aux voisins stéphanois, est plutôt pas mal, sauf que dès que ça commence à jouer vraiment dans les petits espaces, à jouer bien au milieu, Lyon a été paumé après l'ouverture du score. Et Nice a l'habitude de jouer comme ça, et du coup, Nice a clairement pris l'ascendant. Et ce qui me frustre par rapport à, pour continuer la comparaison stéphanoise comme tu as fait, c'est qu'au milieu de terrain, on n'a pas non plus des monstres physiques qui ont qu'une technique. Darder. Darder, franchement, qui est complètement perdu là. Il était complètement perdu. Non, mais même Tolisso, enfin, bon, c'est un milieu de le crack, le crack de l'OL Academy. Ça, il a quand même un certain niveau. Après, Ferry fait pas un si mauvais match que là à l'échelle Ferry. Le crack de l'OL Academy. Ah non, mais le vrai crack, selon Clément, c'est vrai que c'était Tolisso. Et oui. On attend confirmation. Non, mais là, il joue pas au poste où on l'a vu bon l'année dernière aussi. Si on peut mettre un bémol. Souvent, mais la Casette, il joue au poste où il était bon l'année dernière et bon. Ah bah là, non mais le problème de la Casette là, c'est qu'il lui manque le copain. Le copain à côté, ça va plus là. Ah oui. Et puis il a pas de vol parce que le poteau qu'il met, pourtant la frappe est magnifique. Enfin bon, il aurait pu tenter le piqué, mais si c'était dedans, c'est pareil. Hein. Le piqué de Germain. Voilà. Clairement, c'est. Il pue la technique. On sent que le mec il a joué un an avec Berbatov quand même. Mais c'est très frustrant parce que sur les 2-3 matchs où il a été bon, il a été vraiment très bon en fait. Et tu comprends pas le problème d'adaptation au jeu. C'est là aussi où je commencerai quand même à mettre en doute le niveau de Fournier, sa capacité à remettre en cause, à rechanger effectif, même à faire des changements, parce que là sur le match clairement il y a eu aucune remise en cause tactique, les changements n'ont absolument rien apporté et ça commence à devenir un peu frustrant sur certains matchs quoi. Et là ça s'est bien vu, notamment face à Puel quoi. On parle de Lyon, de sa défaite, mais parlons quand même du vainqueur, l'OGC Nice. Nice qui avait changé d'organisation, puisque il s'était passé d'un 4-4 de losange à un 3-5-2 avec Niklas Hult qui prenait le couloir gauche à la place de Pereira et couloir droit pied, une défense avec Le Marchand, Bonnemer et Bass, Mendy devant la défense, Codziello
et Serré pour au milieu pour en gros qui nous ont fait tout ce qu'ils voulaient pour les pistons, et puis une attaque Germain Ben Arfa. Bah, on parlait de Saint-Etienne, voilà, c'est ça un 3-5-2 qui peut gêner le losange lyonnais. Et quand même. Au niveau des latéraux, c'est vraiment un 3-5-2, c'est-à-dire que c'est pas François Clerc et tu me diras, l'an dernier c'était Tremoulinas à gauche, donc ça peut passer, mais c'est vraiment, ce sont des milieux. Voilà, Pied au départ, c'est un attaquant. C'est ça. Il y a 2 ans Tremoulinas. C'était il y a 2 ans, oui. C'était Tabanou en dernier, c'est vrai. On a vu, enfin, le Jérémy Pied a fait une partie de très haut niveau. Surtout en très haut niveau. Formé où? Formé à l'OL Academy, évidemment. Surtout en première mi-temps, où il a fait vraiment ce qu'il voulait. Et encore, Morel était pas si ridicule que ça. Donc c'est dire à quel point Pied était... Il avait été échangé contre Monzon, c'est ça? Ah oui. Acheté 8 millions, je crois. 8 millions Monzon. Je crois que c'était ça le deal. C'est ça. Enfin, où c'était un transfert dans les mêmes, c'était pas très cher, voilà. Mais Monzon avait acheté 8 millions. Ouais. Et gardé 6 mois. Et puis à l'époque, 3, non, Monzon n'avait pas été acheté très cher, et puis avait coûté 3 millions, c'était assez bizarre, je crois. Ouais, enfin, bref, il y avait eu deal. Moi, je suis très perturbé. Non, mais très bon, à cause de Nice. Je suis extrêmement perturbé parce que ça joue bien. Bah ça joue bien. Et aimé, quoi. Bah j'ai envie de regarder les matchs de Nice, quoi. Bah oui. Et je me prends à aimer et à aller voir marquer et voir bien jouer. Ouais, mais non, par principe, même si ça joue bien, je devrais faire putain les enculés. Et sur ce match, il faut. Mais non, mais j'arrive pas, je kiffe, quoi. Il faut aussi insister sur. Valère y est pour beaucoup dans ma sympathie, mais. Non, mais il faut insister sur un fait important sur ce match. Nice a été très bon et Ben Arfa, on l'a pas vu. Ce qui est plutôt rassurant pour Nice. Ce qui est très bon signe pour Nice. Bon, pour Ben Arfa, je suis gna dépendance. C'est moins bon signe pour Lyon. Non, mais Ben Arfa, il a eu plein de choses à gérer, retour en équipe de France, même dans le contexte, en plus dans un contexte aussi particulier que ça. Retour, parce qu'il a pas été très bon contre moi, c'était difficile, de toute façon, en même temps, c'était difficile d'être bon. Il est pas nul non plus. Non, mais après, ça fait, il a pas joué depuis 6 mois, donc forcément, il va avoir un petit coup de moins bien physiquement. Et puis, en face, les équipes, maintenant, commencent à se méfier de lui. Voilà, c'est ça, c'est que, c'est vrai que c'est ça, Ben Arfa, c'est vrai. Et du coup, ils font peut-être un peu plus attention. Sans être flamboyant, elle a pas été mauvais du tout non plus. Non. Il a fait son match. Non, mais on l'a pas trop vu offensivement. Par contre, c'est vrai. Mais il y avait pas besoin. Bah ouais, mais quand il est mauvais, il joue pour les autres. Et il se contente de faire les bonnes passes. Quand il est pas excellent. Le bémol côté niçois, c'était pour moi Niklas Hult à la place de Pereira. C'est quand même bien moins bon quand même. Il avait beaucoup de ballons. Il aurait pu en faire de belles choses, mais c'est sûr que il fait pas de bon centre. Je me souviens, ça aurait été Pereira. Il met un centre qui passe devant le but, il va au deuxième poteau et t'as Puel qui pète un câble. Alors que t'as un joueur niçois qui est à terre. Non, Puel ne gueule pas parce qu'il y a le joueur niçois par terre. Il gueule contre Hult parce que il fait un centre tout pourri. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que le latéral dont j'ai perdu le nom portugais qui est Pereira. Voilà, qui est titulaire. Qui est néo-international portugais. Je pense que ça aurait été encore pire pour le coup. Tu sens que Hult était pas habitué. Non, effectivement. Et tout ça sans Bodmer en défense. Oui, en plus. Ah oui, merde, j'ai dit Bodmer qui était titulaire. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Il y avait Le Marchand, Bass, et il en manque un troisième. Et le troisième que l'on se souviendra. Gomis, c'est pas Gomis qui joue? Je vous avoue que bon, c'est pas très grave. Il nous arrive d'avoir des loupés. Voilà, un petit loupé. Il me semble que Bodmer était blessé. Oui. Excusez-moi, amis supporters niçois, et pardon, désolé, supporters lyonnais, parce que il y avait déjà assez d'anciens lyonnais dans l'équipe niçoise. Pas besoin d'en rajouter un en plus. Je rappelle que Nice est entraîné par Claude Puel, ça compte triple. Ah oui, d'ailleurs, ça doit faire du bien un joueur comme un ancien joueur, un ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais, Claude Puel. C'est fini les équipes costauds avec Puel. Non mais c'est ce qu'on se disait avec Cédric en antenne. C'est d'autant plus frustrant de voir que Puel arrive à bien faire jouer ses équipes. Et coucou Monaco, hein. Non mais on se dit, quand il entraînait Monaco, lyonnais, on se rappelle de la période avec d'autres joueurs à Monaco. Oui, avec d'autres joueurs, mais bon, il y avait quand même Sagnol, Trezeguet, Barthez et Costignac, etc. Simonet, c'est non mais on parlait de la différence. Je crois que c'était bon ça. Avec Lille, ils montent une équipe après l'ère Vaïd, une équipe plutôt solide, c'était plutôt bien, après il y a eu du beau jeu, mais Lille c'était différent, c'était pas la même façon de jouer. Là avec Nice, c'est vraiment très joueur, beaucoup plus je trouve qu'à Lille. Alors peut-être que mes souvenirs me font défaut, même si à Lille t'avais quand même des Makoun, Bodmer, mais galéreur Puel à Nice quand même. On se souvient de la période lyonnaise où il avait carte blanche pour faire ce qu'il veut, et ça a fait un truc assez dégueulasse à avoir joué. Exact. Donc c'est d'autant plus frustrant pour nous, quoi. Mais enfin pour vous, c'est bien pour Nice parce que sincèrement, je suis comme Mallory, j'aime beaucoup les voir jouer. Les deux séries et Cosiello que je découvre comme je pense Cosiello, tout le monde. Cosiello qui est en espoir. C'est quand même
très très bon. Cotillo qui a quoi? Putain, au milieu, n'oublions pas Mendy aussi. Oui. Et le milieu espoir, c'est Rabiot, Cotillo maintenant. Parler, ce qui est formé chez vous n'a pas été. Que Monaco ne voulait pas lâcher. Il était, ils auraient bien fait de. Il était en Ligue 2 et puis il est en Ligue 2, il est parti à remonter. Ouais. Bah finalement il a bien fait lui aussi, voilà. Parce que ça n'empêche pas d'être mis en lumière à Nice. Hier vendredi il était capitaine. Monaco récupère un paquet d'oseille au titre de la formation à chaque fois, donc. Voilà où se limite l'ambition de Monaco et justement. Bah malheureusement. Parlons justement bien les jeux d'argent. Belle transition, parlons de l'AS Monaco victorieux contre Nantes 1-0 avec un but de Marco Pasalic. Mario Pasalic, pardon. Oui, qui est prêté, sans option d'achat, qui repartira probablement. Donc... Oui, mais comme à Chelsea, il s'imposera probablement pas. Donc il sera reprêté ailleurs, peut-être à Monaco encore. Donc je suis un peu gêné parce que j'aimais bien lui mettre des notes de merde à chaque fois que j'écrivais sur les matchs. Et bon, bah on peut plus trop. Maintenant qu'il est bon. Non, il y a eu un match quasiment copie conforme du match contre Angers. C'est-à-dire chiant, Monaco qui gère bien son début de match, qui est assez offensif, mais pétri d'imprécision parce qu'il n'y a pas de relanceur et que l'équipe est systématiquement coupée en deux et c'est Moutinho qui va chercher les ballons, c'est Silva, donc du coup bah ça c'est complètement déséquilibré. Il y a eu quelques actions chaudes comment s'appelle le gardien de Nantes, je ne sais plus, Rioux. Qui fait un bel arrêt au début de match, Monaco aurait pu ouvrir le score, même mener 2-0 sans trop de difficultés en début de match. Derrière il marque sur une bonne action, un bon centre. Qui atterrit sur la tête de Pasalic, qui à force d'essayer finit par y arriver contre Rio, qui était bien dans son match malheureusement. Et bah voilà, mi-temps arrive, Monaco revient et là t'as compris que le match était terminé parce que Monaco ne joue plus. Nantes fait un calcul extrêmement bizarre en ne pressant pas avant les arrêts de jeu. Quasiment. Donc moi franchement entre la 60e et la 75e je suis parti sur la 23 regarder des pêches aux poissons chats géants. Donc c'était assez ennuyeux. On retrouve un Monaco aussi ennuyeux que l'année dernière, à la différence près que Monaco il y avait des choses à analyser dans les matchs de l'année dernière. C'est-à-dire que c'était chiant, mais t'avais une prestation défensive à analyser, t'avais des placements à observer, des choses intéressantes. Là c'est juste chiant. C'est juste chiant parce que il manque. Alors la défense va un peu mieux, ça marche un peu mieux, même Contrao qui a pas été très impliqué, je sais pas trop ce qu'il a. Il s'est rendu compte que il avait signé, je sais pas où, mais. Picole. Ouais, sûrement. Merci Cédric. Donc la défense va un peu mieux. Non, mais c'est connu que Contrao n'a pas une super hygiène de vie. La défense va un peu mieux. Le milieu c'est toujours bon. L'attaque El Shaarawy est toujours décevant. Carrillo n'a toujours pas de bol et il manque un relanceur parce que ce que je disais au début c'est que il manque quelqu'un pour repartir derrière quand il faut, pour relancer de belles actions, et il y a plus ça, ce que était capable de faire un Kondogbia l'année dernière par exemple. Il a joué Cavallero s'il a joué piégé. Parce que toi comment tu nous l'avais vendu parce qu'il avait fait des bons matchs amicaux. Bah c'était intéressant au moment où j'en parlais quoi. Donc, ouais mais et puis derrière, il y a la différence là, tu vois, après entre les matchs amicaux. Bah c'est simple, les matchs officiels sont arrivés, il a disparu. Ouais. Il a disparu et c'est triste parce que il a du ballon mais il se passe rien quoi. C'est déprimant. El Shaarawy au prix qu'il a été acheté. El Shaarawy il a été acheté. Ouais bah oui, il a fait ses 15 matchs donc ça y est. Mais c'est la tristesse. Entre 16 et 20 millions je crois maintenant. C'est terrible quoi. Je m'emmerde devant ces matchs-là. J'avoue que voilà, en l'occurrence, regarder Monaco, c'est une purge. Voilà. Alors tu vois, contrairement à l'année dernière où je trouvais que c'était faux parce que c'est pas parce que le match est pas flamboyant et qu'il y a pas 14 buts qu'il y a pas des choses intéressantes à voir. Là, il y a juste rien d'intéressant à voir quoi. Non mais après, moi ce qui m'inquiète du côté de... À l'époque où Dugarry avait dit ça, c'était parce que Canal+ avait fait une palette sur la façon de défendre de Monaco contre le PSG. Oui. Non mais mais l'année dernière, c'était reparti avec un partout et 0-0. Ce qui m'inquiète avec Monaco, on a parlé de Contrao, d'El Shaarawy. Je sais pas si Contrao c'est encore un problème de bouteille, parce que si on fait confiance, je crois que c'était Hermel qui avait dit qu'il avait pas une super hygiène de vie. Après moi si on fait confiance, c'est Hermel. Il me semble. Après je vais pas lancer des accusations. Dire que Gilet est rentré en fin de match. Pas lancer des accusations sur les joueurs, mais par exemple El Shaarawy c'était quand même un très bon joueur au Milan AC. Même avant sa blessure. Oui, même avant, même dans une Serie A qui était en baisse.
Après, il avait été éclipsé par Balotelli et ensuite les blessures. Mais t'as quand même des joueurs sur le papier, ça reste quand même très intéressant. Mais Et ça c'est quand décharge, même... il n'y a pas un bon ballon, quoi. Mais ouais, mais c'est étonnant de pas les voir plus juste ou plus impliqués. El Shaarawy, moi je me souviens de son match contre Paris où il met 10 ans avant de faire des frappes. Ah ouais. C'est assez, je sais pas, c'est un problème de motivation, Ouais, un problème et puis, de mine de forme. rien, il y a des joueurs qui manquent, des joueurs comme Dirard. Et le mec joue avec l'Italie. Eh ben, Non, mais c'est de dire, c'est que c'est voilà, dire. c'est que Dirard, c'est Dirard, quand même un joueur que qui vous était êtes pas allé chercher pendant que vous étiez en Ligue 2. En Ligue c'est 2, ça. mais il y en a plein, il y en a pas mal qui sont montés, qui se sont révélés très bons après. Ouais, et bah, par exemple, Germain qui n'a jamais Ouais. joué à il a Monaco en Ligue toujours 1. été très bon, même en Jean-Jacques, Ligue 1. là, qui était nul en Il a Ligue 2. toujours fait des super, il a toujours fait des super matchs. Voilà, Subasic qui est typiquement qui a été recruté en Ligue 2. Et Kurzawa, c'était tout l'inverse, qui ne jouait pas en Ligue 2 parce que justement il avait pas un bon état d'esprit. Il avait commencé à jouer en Ligue 1, après il se blessait, etc. Ça. Donc pas grand chose à retenir. Monaco est 5e à 2 points de Lyon. Voilà, C'est ça. Donc bon, si ça continue, merde. en tout cas, ce qui est intéressant pour Monaco, c'est que s'ils continuent à faire des matchs comme ça, ils vont recoller. Une fois qu'ils auront recollé, ils auront peut-être l'esprit un peu plus libre pour jouer plus offensivement, quoi. Peut-être que la fin des poules aussi d'Europa League va les... Oui, et puis Après, ce sera que des matchs aller-retour, Ouais. donc ce sera quand même... et puis Je le sais pas, mercato. c'est une autre façon, je pense, d'aborder les matchs Et puis européens. le mercato, il faut pour moi un relanceur et un défenseur central. On passe au Noël, s'il te plaît. on passe au coup de cœur et coup de gueule des chroniqueurs. Avant cela, donc je présente la 15e journée de Ligue 1 sur lesquelles nous allons pronostiquer moi, Gabriel, Mallory et Cédric. Je rappelle que Cédric a encore fini en tête sur cette journée. Mallory a fini dernier sur cette journée. Ouais. Et d'ailleurs, je le rejoins maintenant à la dernière place. Ah. On a 2 points derrière Gabriel. Ça va, j'ai pas 13 points d'avance. Presque. Presque. Donc les affiches, je les donne. Comme ça, vous aurez à pronostiquer d'ici la semaine. Lyon, Montpellier, Bordeaux, Caen, Saint-Étienne, Guingamp, PSG 3, Nantes, Bastia, Angers, Lille, Toulouse, Nice, Reims, Rennes, Gazelle d'Ajaccio, Lorient et Marseille, Monaco. J'avoue que ce week-end de championnat n'est pas, Je à sens part le Marseille, tellement Monaco, le fait qu'on mette tous Nice contre Toulouse et que Toulouse arrive à faire quelque chose. comme Gazelle Voilà. Nice, Bon, sachant que vu que c'est Toulouse, un match nul, ça serait déjà bien pour eux. Non mais connaissant Toulouse, on prend pas beaucoup de risques. Allez, les coups de cœur et coups de gueule et on commence par Cédric. Alors en coup de cœur, on a parlé de Mandanda, mais du coup je vais donner Seri de Nice qui a encore éclaboussé Sa classe. voilà le match de son talent malgré le changement de schéma. C'est vraiment une bonne pioche de la part des Niçois. Ça fait encore cliché, on le répète souvent, mais comme quoi pas besoin d'être Quelle nationalité ce garçon? Ivoirien. C'est dommage. non mais pas besoin d'être un grand club de Ligue 1 pour attirer des bons joueurs. Je sais pas, il brille pas juste parce que le collectif de Nice est bon, c'est aussi parce que c'est un bon joueur. C'est pas juste le collectif. Et on en parlera dans les coups de cœur, mais voilà, il y a une équipe qui a des moyens financiers au moins égaux à ceux de Nice, qui aurait bien aimé avoir ce joueur-là. Donc voilà, le remettre encore en avant. Bon, il y a Kosciello aussi à Nice. Attention à l'effet Southampton, c'est-à-dire le pillage en fin de saison, Oui. qui les guette, parce que quand t'as une équipe comme ça de milieu de classement qui se retrouve à faire une super saison avec des joueurs qui se révèlent en général. Nice, ils vont même concurrencer Monaco sur le marché des transferts, sur les ventes. Ah, sur les ventes, Ils pourront acheter. oui, bah oui, Ils vont se faire prêter tous les joueurs de Monaco. ils pourront acheter des gens pour se faire prêter au Portugal. Et acheter au Ils Portugal. pourront faire ce qu'on sait À pas Monaco. faire, nous, c'est acheter des joueurs, acheter des gens pour remplir le stade. Oui, mais des bons. Bah justement le coup de gueule, c'est Lille avec Antonetti. Ah bah oui, ça se comprend. Vas-y. Bah, bon, un coup de gueule avec Antonetti, c'est normal, mais quand je disais des équipes avec des moyens financiers plutôt corrects peut aussi aller chercher des joueurs de ce type-là. Bah il y a Lille, Il y a moyen de se Lille barrer maintenant qui est chiant à en mourir. Et moi, ce qui m'étonne, c'est pour ça que c'est un petit coup de gueule sur la nomination d'Antonetti à la place de Renard, ouais. Il a tellement brillé en ce début de saison que j'avais oublié son nom. Bah, attends, il était pas relégable, contrairement à ce que disait Camille. Non, mais moi je me souviens de Lille qui pensait à l'époque de Girard à prendre Lucien Favre histoire d'amener quelque chose Ça aurait été. Mais... de nouveau en Ligue 1. Mais je sais pas il leur a qui. fait des gros doigts sur la proposition, il a rigolé. Je crois qu'ils ont encore essayé et qu'il a encore refusé. Je sais pas qui dirige à Lille, mais Paquet. Oui, mais à l'époque, par exemple, quand ils virent Garcia pour prendre, parce que lui s'est fait virer, celui qui avait viré Garcia pour prendre Le Guen, et finalement ils avaient repris Garcia.
et j'ai oublié le nom. J'ai Mais entendu Le Guen là dans la phrase, ça m'a choqué. D'ailleurs, mais moi j'étais prêt à mettre une pièce sur Le Guen à Lille. Hein. D'ailleurs, quand j'ai Le Guen vu que, qui n'est plus voilà. sélectionneur du Sultanat Quand j'ai vu d'Oman. Renard viré et Le Guen aussi, je me suis dit tiens. Ah, quelle belle semaine. Ah, le problème de Lille déjà, c'est que le président Sédou cherche à tout prix avant À la le fin de la vendre. saison. Donc elle vend ton groupe partout. Je sais pas, j'ai vraiment du mal au niveau des coachs leur parce que sponsor. tu prends Girard. Allez, à la limite, ça peut se comprendre, même si déjà à l'époque, ça avait bien gueulé de prendre un sudiste à Lille avec un jeu très fermé, etc. Bon, il y avait quand même son passif à Montpellier, il faisait quand même jouer les jeunes aussi à Montpellier, donc allez, ça passe. Tu prends Renard pour essayer d'apporter un nouveau souffle, parce qu'il y a la hype, etc. Échec complet. Et là, tu prends Antonetti. Eh ben justement, là tu vas Recycler contre-courant total. Antonetti, alors t'innoves pas. J'ai rien contre lui. Pas dans la mais hype. Ouais. Antonetti, T'es dans la ligne Galtier là. Plutôt, tu vas, de toute façon, Antonetti, n'importe qui venait le chercher, il venait. Je pense bah oui, que là, il a lui, pas ça fait quoi, 2 ans? Il 2 cherchait ans. un poste Depuis Rennes. 2 ans, ouais. Rennes. 2 ans qu'Antonetti Depuis n'a que plus Montagnier de... entraîneur de Rennes. Qu'on voit le résultat. Et On rappelle qu'Antonetti avait succédé à Moustache. comme quoi le Stade Rennais aussi, ça, c'est du très lourd. Moustache qui a fait jouer son premier match pro à Kurzawa. Ouais. Il y a Zinedine Zidane. Et oui, comme quoi. Voilà. Comme quoi on tape sur Moustache, Moi, Moustache. j'ai du mal à voir le projet pour Lille. Antonetti, maintenir. lui, clairement, il vient parce qu'il a pas d'autre Mettre choix. Sofiane Il est Bouffard en équipe de vraiment France. en dépit. Oh non, pas avec cette mentalité-là. Après, ça peut peut-être être une bonne C'est surprise. une blague. Mais prendre Lille, je pense qu'il faut vraiment être désespéré pour entraîner cette Oui. équipe-là aujourd'hui. Non mais C'est vraiment Si, pitoyable. Muro- Je veux dire, l'effectif, même sur le papier, c'est pas terrible. Mais en plus, tu peux rien faire. T'as le président qui veut vendre le club, t'as pas vraiment de moyens pour recruter. Si, à moins de trouver un coach qui a un bon réseau pour faire venir des bons petits jeunes, comme je parlais pour Nice, c'est pas possible. Et du coup, Antonetti va venir. Ça m'étonnerait que ça soit 19 super, décibels. quoi. Il faut qu'on avance. Coup de gueule, ah oui. C'était un bon Coup de débat gueule sur ou- lui, ouais, mais... ouais, c'était bien. mais c'est pas mal. Bah Mallory alors, on t'écoute. Coup de cœur impromptu, parce que je suivais ça parce que j'ai une connexion dans la cave miraculeusement. Ça va être Paris, puisque Paris a décidé de laisser tomber le sponsor Fly Emirates pour remplacer par Je suis Paris pour les matchs contre Malmö et Troyes. Donc aura Ça va me faire bizarre au Parc des Princes de pas voir Ouais. ce sponsor Donc, qui est sur le maillot, hein. depuis oh 4-5 ans facile. au moins, 10 même ans plus, maintenant, quasiment 10 ans. Ah ouais. Après Thompson, donc 2006 ça doit être. Donc voilà, 2006. il y avait le La, petit la dernière année de la combe. il y avait le petit ce week-end Je suis Paris sous le logo, maintenant ils le mettent en gros à la place du sponsor pour les 2 matchs. Donc je trouve que le geste est cool. Ils ont même floqué un maillot Stambouli, c'est dire. Ouais. Et le coup de gueule, ça va être Mapou, qui est désespérant, attristant, tout ce qu'on veut, qui est 10 millions. Amusant. 10 voilà, millions. amusant, 10 millions pour Et ça. Yann Lovren. Voilà, qui a été pas bon par tous les clubs où il a joué, sauf un petit peu la Roma, où il y a eu quelques matchs où c'était intéressant. Bah, c'est surtout à Montpellier où il a profité Oui. d'un Faisons du Hilton titre, aussi Voilà. Voilà. à côté de lui. Qui est toujours aussi Il a monstrueux. une sélection d'ailleurs, ce Mapou, non? Oui, bien Ah, sûr. il en a quelques Bah oui, c'était la charnière centrale au début de l'ère des champs. C'était Ah oui. Sako, Yanga Biwa. Voilà. La Et tristesse. ça, avec une victoire en Finlande 1-0 avec le but d'Abu Dhabi. Ouais. Oui, Abu Dhabi quand il était Donc, joueur voilà. de foot. Voilà, c'était l'équipe de France Cotorep. Et voilà, c'est triste pour Lyon parce que Lyon, un club comme ça mérite pas un joueur de ce niveau. Enfin, c'est pitoyable, c'est pire que la défense monégasque, quoi. C'est pire que la défense toulousaine. Tu vois, Mapou, c'est pire que Canabiik. J'ai tenté quel jeu je préfère. Ou Je pense que je resterai avec Mapou. Moubandje. Non, c'est plus mauvais. Diago. C'est encore plus mauvais parce que le mec Mapou a pas pris de rouge pour ça. ouais, mais Mapou il supporte aucune pression, quoi. Il se fait bouffer systématiquement. Canabiik, il est nul depuis le début, donc il s'en fout, Il quoi. sait plus défendre. C'est sur le troisième but, le but de Cotiello, il se met bizarrement. Et coup de devant. Kirby, ce Valère Germain qui marque encore. Voilà. Je t'aime, Valère. Épouse-moi, on a le droit maintenant. Gabriel. Alors moi, coup de cœur et coup de gueule dans le même match. Donc coup de cœur Montpellier, coup de gueule Reims. Donc on commence par Montpellier. Pourquoi Montpellier? Parce qu'ils avaient pris 1 point en 7 journées et maintenant 14 les 7 journées d'après. Moyenne de champion. Donc Montpellier, bah. Oui, mais bon, il y avait quand même les 7 journées d'avant. Hein. Mais du coup, non, mais c'était juste pour saluer le fait que voilà, ben, Ça remonte bien. Courbis et son équipe ont Ça bien va jouer remonté à la Lyon. pente après
Après, le début de Ils ont saison. bien travaillé les coups de pied arrêtés à Montpellier. Oui, aussi. Mais qui ne laissait pas présager Attends, et Souleymane Camara qui a marqué son 20e but en tant que remplaçant. d'une remontée aussi rapide. Sur ses 50 buts en Ligue 1, là. Parce que 14 points en 7 matchs. Ah oui, et puis il faut, Par rapport aux je veux dire, débuts de quand t'as la tête un petit peu voilà, dans C'est l'eau, c'est... C'est plutôt rare pour des équipes Ouais, qui puis commencent aussi mal la saison. Ça a joué le fait remonter que quand ça allait mal, Courbis a dit de toute façon s'ils veulent me virer, ils me vireront. Finalement, c'est un peu désamorcé le truc. Il n'y a pas eu de tension spécialement Attends, dans le vestiaire. les 4 derniers matchs à la Mosson, 4 victoires. Et retour Ouais. de Sanson, je crois. Oui. C'est ça. Oui, oui. Il manque plus que Dalidé, c'est bon. Et puis en plus, il y a eu du progrès, comme tu dis, dans. Il y a eu du progrès dans le jeu aussi, entre les 7 premiers et les 7 matchs d'après. Coup de gueule, pardon. Grishka. Coup de gueule, Grishka. Clairement. Pour la casquette, le kéfier et l'ensemble de son œuvre. Donc coup de gueule à l'inverse, j'ai pas de café, là. c'est Reims qui lui avait plutôt bien démarré la saison jusqu'à arriver à la 4e place. Même plus, je crois, non, 4e. Et Reims. Reims. Ils avaient très bien commencé la saison en oui, tout cas. bah attends, Et continue, maintenant, continue, c'est 6 revers d'affilée, donc à l'inverse de Montpellier. 7 mais 6 en championnat. Voilà, Ok. Ils étaient 4e. Oui, c'est vrai qu'il y a 10 jours. Reims était 4e à la 8e journée. Exactement. Ils sont 15e. Et ils sont 15e maintenant. Avec un Donc point eux, c'est d'avance. vraiment la descente. C'est même pas du six surplace, c'est défaites pire quoi. 6 C'est- défaites consécutives. Voilà. Donc là, ils y arrivent plus. C'est bien, donc encore 4 ou 5 matchs et ils égalent le record de Comboire, non, de Furlan avec Strasbourg. Les prochains matchs contre le Stade Rennais, on va bien se marrer. Ah oui, en effet. Ou pas. Là, Donc là, c'est- j'ai peur. Mais j'ai peur que Rennes gagne. Ça se C'est match. vraiment le match Je vraiment pronostique en avance. avec les deux inverses. Quoi. Montpellier qui commence mal et qui fait une très belle remontée et Reims qui met plus un pied devant l'autre depuis 6 matchs. Clément. Alors mon coup de cœur et mon coup de gueule en fait vont se rassembler autour d'un club, le Stade Rennais. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'eux. Coup de gueule pour Philippe Montagnier, on va dire, parce que il se retrouve à mettre Quintero et Grosicki sur le banc, ce que je trouve honteux. Quintero Bah, parce surtout que pour, toute la qualité technique qu'on lui Pour connaît. Grosicki. Voilà, et Grosicki parce que c'est but. le mec décisif à Rennes depuis le début de la saison, entre son super banc roulé qu'il met en début de Oh saison là là. contre je ne sais plus, mais Moi et non plus. son magnifique, d'autant plus magnifique but de ce week-end. 4e but. Voilà, C'est 4 premiers buts en Ligue 1. Il est pas marqué encore. Je comprends pas comment t'arrives pas à te trouver un système pour mettre ce genre de mec sur Non, le non, terrain. non. C'est pas ça. C'est comment t'arrives à aller jusqu'à mettre un système comme il le met actuellement, là. Avec, Là, il a mis un 4-2-3. Hein, et 4-2-3. il a arrêté avec ses 8 joueurs à vocation défensive. Bon, après, par contre, il a mis c'était Dembélé et Oui. Ntep. Bon, on faut pas s'emballer sur Dembélé. Hein. Il a marqué, etc. Il a 18 ans, etc. Oui. Mais c'est un peu le même profil. Il manquait vraiment un créateur. Et Voilà. quand Quintero est rentré, ça a par contre complètement déséquilibré l'équipe. Grosicki, parce que Quintero n'est pas rentré. Oui, pardon. Grosicki, pardon. Pense genre t'as Quintero dans ton équipe, tu le fais pas jouer. Oui. Par contre, voilà. Ok. je suis étonné que dans ton coup de gueule sur Rennes, tu me parles pas du penalty manqué par Giovanni Sio. Ça fait quand même 8 penalties sur les 10 derniers tentés en championnat. Ouais. Bah, Et 4 sur 4 cette saison. Je crois qu'il serait sur le podium s'il les avait mis. Enfin bon, voilà. Non, mais comme ça, comme j'ai dit ce soir-là, je veux dire le Stade Rennais, je pense pas qu'il s'entraîne à tirer à l'entraînement, donc. Mais c'est honteux. Je veux dire, vu le schéma de jeu de Montagnier Alors, avec en le même Stade temps, Rennais. Sio a à peu près tout raté sur ce match-là. Ah bon? Donc un plus un. Monsieur hors-jeu. Et pire que Gomis, C'est ça. celui-là. Ouais, là, c'est qu'ils ratent tous leurs penalties. S'ils C'est en ça. ratent un ou deux. Dans une Et saison, du ça coup, passe. coup de gueule, je vais aller de l'autre côté, chez les Bordelais rapidement. Je trouve que le petit Crivelli, c'est pas si mal pour un espèce de pas bourrin, mais quand même 84. un attaquant de. Si, un Il a un gros bourrin à Bordeaux, quoi. style assez, À la assez Diabaté. rétro. Assez rétro. Non, mais un petit style de. Je La sais pas, ça Slandre. me fait penser, j'ai pas les noms en tête, mais La à Slandre. des joueurs à l'époque. Non, mais en Serie A ou des joueurs un petit peu. Lucarelli. Voilà, c'est ça, des joueurs un peu costauds devant qui. Oh, Dato Perso, il a un qui petit côté vont, Dato, non, ouais, Malo ouais, Perso aussi. Perso, ouais. Dado. Quadruplé le jour de son anniversaire. Voilà. Contre la Corogne. Non, mais voilà, en plus, à mon avis, c'est totalement le genre de neuf qu'il faut dans le système de jeu Comme on dit, un joueur atypique. Bordeaux. Donc voilà. Bordeaux qui a vraiment pas eu de chance sur le match avec 3 Clairement. blessures dans cette rencontre. Ils ont fini avec Chantôme, défenseur central. Qui provoque le péno. Ouais, bon. Ça passe encore, mais on touche pas à Chantôme. Et Palois, même blessé, réussit à se faire exclure.
Il voulait se taper avec l'arbitre. Ça, c'était énorme. Ah mais il était chaud patate, pour le quoi. coup, heureusement qu'il tenait parce qu'à mon avis, il y allait. Non mais connaissant un supporter de Niort, déjà là-bas c'était pas une lumière. C'est un très bon joueur, enfin un bon joueur qui a le niveau Ligue 1 et c'était un très bon joueur de Ligue 2, mais c'est pas une lumière. Ah bah t'en as 3-4 dans le temps. Tout à l'heure on parlait de Poloma, il a pas vanté l'eau chaude. Et ben, fin de cette partie Ligue 1. Sur ces considérations extrêmement philosophiques. Voilà, c'est ça. On lance un jingle, le jingle Tour d'Europe, et on débat des résultats et de tout ce qui s'est passé en Angleterre, en Espagne, en Italie. À tout de suite. FC Bayern München. VfB Stuttgart. Balotelli drops Aguero. He can win it. Oh, he's won the title. Surely for Manchester City. An unbelievable finish. 2 goals in stoppage time. Deuxième partie de Passion Foot avec maintenant le Tour d'Europe. On va faire de notre mieux. Ils sont bien préparés car nous n'avons ni Jonathan ni Camille pour... Ouais, je vous mets la pression. Mais vous inquiétez pas, ils connaissent aussi très bien le foot et notamment européen. Alors, on commence par l'Angleterre. Je récapitule les résultats. Donc, victoire de Tottenham contre West Ham 4-1. West Ham sans Dimitri Payet, absent pour 3 mois. Victoire de Manchester United 2-1 à Watford. Swansea, Bournemouth de partout. Victoire de Stoke City 1-0 à Southampton avec un but de Boyan. Victoire surprise de West Bromwich contre Arsenal 2-1. Court succès de Chelsea contre Norwich 1-0. Large victoire de Leicester 3-0 à Newcastle. Énorme surprise, la victoire dans le choc, en tout cas l'affiche de cette 13e journée de Liverpool 4-1 à Manchester City. Et large défaite de l'équipe de Rémi Garde avec Aston Villa 4-0 à Everton. Ce qui donne au classement, on va donner seulement les Européens plus Chelsea. Premier, Leicester, 28 points. Ouais. Deuxième, entraîné par je ne sais pas qui. Claudio Ranieri, le génie. Il finira deuxième comme d'habitude. Sûrement. Deuxième, Manchester United 27. Troisième, City et Arsenal 26. Cinquième, Tottenham 24. Sixième, West Ham 21. Chelsea est à 7 points derrière, à la 15e place, mais avec 5 points d'avance sur la première, le premier relégable. Alors, premier renseignement, c'est Leicester, leader de cette première ligue, avec notamment un nouveau but de Jamie Vardy, qui est largement le meilleur buteur de cette première ligue, avec 13 réalisations. Ça change un peu. Donc City va mettre combien, 80 millions d'euros sur lui au mercato d'hiver? Non, mais par contre, c'est vrai que les rumeurs, l'envoyer au Real Madrid déjà. Mais c'est pas une blague. C'est fou de voir le Leicester. Si le Real Madrid en ce moment c'est une blague. Avec ce classement, quand on pense que l'année dernière ils ont failli être relégués en 2e division. Donc là cette année. Leicester. Oui, l'année dernière. Oui. J'ai pas un gros souvenir de l'année dernière, mais c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Je me souviens en début de saison, et puis après ça avait vite déchanté. Ils avaient passé pas mal de temps en zone de relégation. C'est ça, ouais. Et là avec Ranieri, en plus ça joue bien Leicester cette saison. Premier, après faut voir sur. Après 3-0 contre le naufrage Newcastle. Ouais, ça on est d'accord. Après faut voir comme d'habitude pour ces équipes-là sur la durée, est-ce que ça va tenir ou pas. Tu disais que Ranieri finit toujours deuxième, mais là déjà s'il finit deuxième avec cette équipe, s'il finit deuxième avec cette équipe, on peut dire que c'est une super saison. Là l'objectif, je pense que c'est d'atteindre le maintien le plus rapidement possible pour éventuellement maintenant jouer les places. C'est ce que chantaient les supporters d'ailleurs. Les places européennes, puisque quand t'es un petit peu libéré, t'as une équipe qui est en forme. Ça c'était pour le petit clin d'œil pour le nouveau leader où on n'est pas forcément habitué, surtout au bout de maintenant 13 matchs de championnat, et il y aura une affiche très intéressante puisque Leicester reçoit son dauphin Manchester United. Manchester United qui a vraiment gagné à l'arrache dans les arrêts de jeu avec un but contre son camp de Troy Deeney qui avait égalisé quelques minutes avant. C'est ça. Non mais Manchester aussi qui avait un pas but mal de d'absence. Memphis Depay. le plutôt crack. Le plutôt crack.
Pas de nouvelle académie. Non, mais il y avait pas mal d'absents du côté de Manchester. Donc on parlait tout à l'heure des 3 points pour le PSG. Je pense que Manchester, c'est ça aussi l'essentiel. Là, pour le coup, c'était vraiment les 3 points. Depay jouait en pointe. Voilà, finalement, ça s'est joué sur le fil parce qu'il menait au score depuis la 10e minute. 7e minute. Tu te fais égaliser à quelques minutes de la fin. Finalement, il gagne. Voilà, l'essentiel, c'est les 3 points et on va être curieux de voir le prochain match. Parce que sur les 2 dernières journées, c'est eux qui font les bonnes opérations par rapport à Arsenal et City. Totalement. Un match que j'ai eu l'occasion de voir, en tout cas surtout la première mi-temps, c'est la défaite d'Arsenal à West Bromwich 2-1. Arsenal qui en début de match à la maîtrise du ballon avec but de Giroud sur un coup franc de Özil. Il me semble que c'est pas dans le jeu, si je me rappelle bien. Mais ça fait 7ème passe D en 7 matchs pour Özil. Mais c'est ça. Bien. Non, c'est pas pour descendre Giroud, arrête. Pas du tout. Il peut pas s'empêcher, c'est dingue. Non, mais putain, arrêtez. Giroud et Depay qui marquent dans le même. C'est trop pour Grisha. La même journée, c'est pour Grisha et Camille. Depay, c'est pour Camille, c'est pas moi. J'ai rien contre Depay. J'ai rien contre Giroud non plus. Il l'a avoué, c'est bon. Continuons. Ensuite, West Bromwich qui est totalement inoffensif, qui est probablement une des plus mauvaises équipes au niveau offensif, en tout cas avant ce match, et qui, c'est même pas sur une occasion, va égaliser, et puis ensuite un but contre son camp, en plus de la main de Mikel Arteta qui était rentré en jeu à la place du putocraque Francis Coquelin, qui en a pour 2-3 mois. Et ça va faire mal à pour Arsenal, le coup, ça va faire grandement. Je viens d'avoir un coup de téléphone de Jonathan, il arrive pour tout foutre. mais en gros, ouais, là, Arsenal, c'est un vrai coup dur que cette blessure de Coquelin, pire que l'absence éventuelle d'un attaquant français en pointe. Celle de Coquelin est vraiment. Tu parles du meilleur buteur en activité pour l'instant de l'équipe de France. En activité? Bah pour l'instant, oui, sur la période récente, quoi. Oui, bon. Tu vas pas chercher loin. Okay. Chaque saison, ils nous font un match comme ça où ils perdent contre une équipe qui est, on pourrait dire, petite. C'est embêtant, hein. À chaque fois, ils le font. C'est embêtant cette saison. Sur cette journée-là, il y avait quand même moyen de prendre la première place. De prendre de l'avance. Bah, ils auraient été... Surtout contre West Bromwich, quoi. D'ailleurs, Moulombo, il joue encore là-bas? Ils auraient gagné, ils auraient été premiers. Je crois pas qu'il soit là-bas. Je l'ai pas vu. Par contre, Stéphane Sessegnon était titulaire. Et il a tiré un coup franc dans le mur. J'espérais. Et à un moment, il y a JB qui me disait, putain, t'as une hate contre Arsenal. J'ai fait non, j'avais le maillot de Sessegnon quand il était à Paris. Oui, c'est ça. En fait, t'espérais beaucoup de choses ce Paix à ton week-end, âme. mais t'espères mal. Ouais, bon, West Bromwich a battu Arsenal, c'est déjà pas mal. Et heureusement pour Arsenal, City perd aussi, parce que City aurait pu... Oui, c'est vrai. Oui, on va en parler. Parce qu'au final, ils sont toujours... Du coup, en fait, c'est une mauvaise opération, mais pas catastrophique. Oui, les conséquences sont... Oui. Enfin, quand même, ça fait quand même 3 points de perdus contre West Bromwich. Et oui, le dernier match auquel on va faire référence, c'est la défaite de City contre Liverpool 4-1. Et oui, j'ai regardé un match anglais. J'ai réussi à trouver un streaming pas dégueu, pas en russe. C'était fabuleux. Parle-nous-en un petit peu, du coup, malheureusement. Attends, je reprends mon résumé parce que j'ai pas pris de notes. J'ai regardé, mais j'ai pas pris de notes. Ah oui, le pauvre, oh là là. Et Hakim. Oh là là, Mangala et Sagna, mon dieu, mais l'enfer qu'ils ont vécu. Lineker qui va le tacler derrière en conf de presse en lui disant qu'il a mis ses chaussures à l'envers. Et il y a un autre ancien défenseur, c'était d'Arsenal, Martin Keown, qui a aussi pas mal démonté. Mais il y avait beaucoup d'absents à City. Qui sont soit blessés, soit de retour de sélection au repos. Enfin, ils ont plein de trucs comme ça. C'est le problème d'avoir une pelletée d'internationaux titulaires et remplaçants, c'est que bon, quand il y a des trêves internationales, tu récupères des joueurs. Quand t'as pas Kipembe. Voilà. T'as pas Kipembe. Et encore pour une fois que Agüero. Il y a plus d'Eric Boyata qui est à Manchester City. Mais quand tu vois ce qu'on fait, par exemple, Football Manager. Ce que cite l'équipe, Coutinho et Firmino qu'on fait, mais qu'on fait l'amour. Oh là là, c'était terrible, quoi. C'était du sale. On voit quand même la patte de Jürgen Klopp sur. Ouais, il y a un gros changement dans l'esprit. Quand tu passes, j'ai oublié son nom, l'ancien coach. Voilà. Rogers. Bah là, il y a pas de mystère. Hein. Quand tu passes de ça à Klopp, forcément, tu fais un bond en avant. Déjà, il nous ressort Firmino d'un placard parce que je pense qu'il avait quasiment pas joué depuis le début des saisons. Même Lovren a été bon. Ouais, pour le coup, on a envie de le dire, n'arrêtez pas la Klopp. Voilà. On passe un coup de gueule encore.
Non, mais J'ai un truc à rajouter. c'était vraiment un match intéressant et t'as l'impression un peu de revoir un Liverpool de niveau européen, quoi. Et ça va pas être la même soupe pour Bordeaux le match retour. Sachant que Bordeaux avec toutes les blessures qu'ils ont en défense, Ouais, ça là, va être, avec Sané et Palois. Ouais, Oui. c'est Anfield. Au-delà du fait que le maillot de Liverpool est, je le trouve, extrêmement dégueulasse par rapport à ce qu'ils avaient les années d'avant, l'équipementier c'est une honte. Ouais, et encore ça va par rapport à celui Oui, voilà. donc c'est- C'était il y a 2 ans, oui. Ah, c'était catastrophique. Il y a l'année dernière, parce que L'extérieur, là, oh, Ah ouais, non, immonde. là, ce Et, truc, là. et tu retrouves un vrai niveau de jeu d'une équipe qui a été championne d'Europe il y a pas si longtemps que ça, mine de rien. Enfin, il y a, 10 ans, ouais. Ouais, mais enfin, 10 ans, c'est... Sous Benitez. Voilà, sous Benitez. Voilà. On en parlera tout à l'heure, Comme quoi, en 10 ans, ils sont pas. Mais voilà, mais c'est une équipe que quand tu penses Ligue des Champions, elle fait partie des équipes que tu cites et retrouver un niveau comme ça, enfin moi ça me fait plaisir de retrouver un Liverpool efficace, pas triste comme on avait pu voir quand le mordant là, Suarez était parti. J'ai cru que tu parlais d'une balle anti-stress avec le Ouais. geste que tu faisais là, mais non. Oui, Suarez. Oui, tu voulais dire quelque chose. Parce qu'on va me passer aux autres championnats, j'en suis sûr. Mais juste revenir, Lukaku a mis un doublé, ça lui fait 50 buts en première ligue, à même pas 23 ans. Ah mais je sais pas, moi, moi, combien, 120, apparemment on n'a pas le droit de parler matchs de Lukaku. Non, mais sur quand ces- même. Lukaku qui a dit c'est qu'il quand même allait assez monstrueux. Lukaku 51, oui. non, il en a 51 maintenant, je crois. 51, bah il Ouais, c'est a ça. passé la barre des 50 ce Ouais, week-end. c'est ça, il a 9 buts. Et il y en les avait deuxièmes meilleurs 5 qui buteurs. avaient réussi, Formé Michael en Owen, Anderlecht. Rooney, Le pauvre Fowler Lukaku qui est et emmerdé Cristiano parce Ronaldo. qu'il habite à Molenbeek. Et qui a annoncé que il avait déjà du mal à sortir de chez lui et qu'il allait probablement déménager, donc je pense que déjà là dans la tête ça doit pas être ça là quand même, parce que sa ville est cernée par l'armée. Il habite en ce moment, il est en Angleterre, disons que. Oui, mais avec ça, quand il est pas en Angleterre pour les Bah, matchs, au moins, il habite est à pas, Molenbeek avec sa femme. confondu à un terroriste, contrairement à Nainggolan qui a été. Putain, oui. Enfin, en même temps, il a une gueule. Oui, bon. Ouais, enfin, laissez savoir que les terroristes portent un truc à l'Iroquois quand même. Oui, certains, oui. Non, mais c'est vrai que ça doit pas être simple pour Non. qui s'appelle Sharawi. C'est vrai que en plus sa famille habite là-bas. Bah oui, sa famille habite là-bas, avec sa femme, il a sa maison de reste dans le repos football. classique. Ouais, mais enfin, ça peut jouer sur ses performances. Oui. Et un joueur comme Lukaku qui est pas au top, ça change une équipe. Et pour rebondir sur ce que disait Clément, il y a un autre doublé dans ce match, c'est Ross Barkley qui est aussi international en anglais, qui en est à 5 buts depuis le début de saison, Ouais. qui est une des pépites de FM. Un qu'on voit moins, c'est Harry Kane aussi qui est Doublé, doublé, Ça mais va, pas- dont on parle un peu moins cette année. et Il en qui est qu'à est 8 buts, c'est pour ça. doublé et qu'on Oui. a 8 buts, qui revient après 2 mois difficiles, et là il Et qui a est des là. stats dans les derbies contre les autres équipes anglaises, c'est assez monstrueux, je crois. Non, mais les derbies, Disons il y que en c'est pas a les 100 par grandes- semaine Oh, bon, en Angleterre. sauf là le Ouais. triplé contre Saint-Etienne, mais voilà, c'est. Il y a 12 équipes à Londres, il y a 50 derbies par an. Kane, il est là contre les grosses équipes. On se souvient notamment du match qui est monstrueux qu'il avait fait contre Chelsea Ah oui, son oui. passé. Voilà. Bah d'ailleurs, hasard du calendrier, prochaine journée, j'avais vraiment pas vu, Tottenham-Chelsea justement. Voilà. Bon, bah Chelsea va perdre. Tottenham-Chelsea, Leicester-Manchester United, ça va, Oh. c'est pas mal comme prochaine Ah, Leicester Manu, journée. ouais. Liverpool-Swansea. Oui. je tente. Non, bah justement, Et justement, du coup, on connaît, termine on- avec Arsenal, on non? connaît un supporter de Swansea sur Twitter, Mm. Donas. Il est très inquiet pour Swansea de se retrouver en Championship l'année prochaine. Mm. hein. Arsenal-Norwich. On En passe. espérant revoir un peu Martial qui a un petit peu. Ouais, mais là. Enfin, qui joue toujours, qui a toujours, d'après la presse anglaise, ce qu'ils disent, fait toujours des super matchs, mais qui marque pas. Ça te rappelle quelque chose, ça, non? On Mettons passe, qu'il fait marquer les autres. on passe à la Liga. Si. Alors, Si, voilà, hombre. je Si. rappelle les résultats. Voilà, chica muy caliente. Si. Bon, si à la Boca. Alors, succès du Barça 4-0 au Real Madrid, victoire de la Corogne contre le Celta Vigo 2-0, court succès de l'Atlético 1-0 au Betis grâce à Coquet, succès de l'Espagnol Barcelone 2-0 contre Malaga qui est maintenant dernier du championnat, Aïe, aïe. victoire de la Real Sociedad avec son nouvel entraîneur 2-0 Ils ont plus contre tout la lance, le FC Séville, Retafe Rayo Vallecano C pendant l'enregistrement, Valence Las Palmas 1-1, succès de Levante qui était lanterne rouge dans ce match 3-0 à Rijon, Villarreal Eibar 1-1 avec notamment un penalty arrêté par Alphonse Areola, et victoire de Grenade contre l'Athletic Bilbao 2-0 avec Laporte qui marque contre son camp. Mais Ça arrive même au meilleur. mais ne vous étonnez pas, on va Ça commencer veut dire qu'il a par pris la section espagnole. mais ne vous étonnez pas, on va commencer par parler du Classico, El Clasico.
et la large victoire Et déçu. la large victoire du Barça 4-0 avec Neymar, Suarez, Iniesta, énorme. Et on oublie toujours. Et Jérémy Mathieu. Bah oui. Mais moi, je ne plaisantais pas. Mais moi, le joueur que j'ai toujours envie de mettre en avant parce que j'adore Si tu dis Busquets, je te parle plus. Ce numéro 6, justement, qui est Sergio Busquets. J'adore ce joueur. C'est un vrai enfoiré sur le terrain. Mais... Un vrai bon soviétique comme on les aime. Mais c'est un vrai bon joueur. Il a une intelligence de jeu exceptionnelle. Ouais. C'est quoi ta question là? Non, qu'on dise du bien de Busquets. Ah oui, non, mais c'est un super joueur à son poste. C'est top 3 clairement. Et je vais enchaîner. Par contre, du coup, si on dit du bien du Barça, que dire du Real ensuite? Vous interviendrez ensuite. Et pourtant, le Real a pratiquement mis le même 11 de départ. Ouais, parce que Messi a pas joué, quasiment. Il a joué très peu. Une demi-heure à peu près. Ouais. 3-1, c'était le score de l'année dernière, avec le même 11, hormis le gardien de but. Donc voilà. Et pourtant, c'est le jour et la nuit. De là à dire que le jeu de Benitez est raté. Faut noter aussi que Rames et Benzema revenaient de blessure. Oui, mais ça, j'ai envie de dire. Non, mais par rapport à l'an dernier. Je reviendrai là-dessus, mais il était pas obligé de les titulariser là tout de suite. Ah oui, non, mais il a je cité aux sociaux ce qui exigeait cette Il titularisation. était pas obligé de mettre, par exemple, un joueur qui était indispensable depuis le début de saison du côté des Real Madrid, qui est Casemiro devant la défense. Il était pas obligé, par exemple, de le mettre sur le banc. Bah, clairement, moi, quand j'ai vu la compo, consultant espagnol d'RMC voyait direct une victoire du Real. Moi, quand j'ai vu la compo, je voyais direct une victoire du Barça parce que je sentais l'équipe coupée en deux. C'est exactement ce qui s'est passé. Adrien n'est pas là pour en témoigner, mais je lui ai dit ça va faire 3-0, 3-1, et j'étais pas loin finalement. Je lui ai dit que ça serait une raclée. Il me croyait pas, et bon bah il a vécu à côté de moi, et il était mal. Non, ce qui montre, parce qu'on va parler de Benitez, qui n'avait pas réussi non plus à répondre tactiquement face à Laurent Blanc. Voilà, c'est assez étonnant de la part de Benitez, qui est présenté comme un coach très tactique, et moi j'ai des super bons souvenirs de cet entraîneur à Valence et à Liverpool. Clairement, le Real démarre bien, le Real peut ouvrir le score. T'as un très bon gardien en face, mais tu te dis à la limite, même quand tu reviens en arrière et tu te dis, même si le Real ouvre le score, tu sais que derrière ils en prennent 4 aussi, voire plus, puisque le Barça a eu l'occasion d'en mettre encore plus. Mais l'équipe est totalement coupée en deux. Il a pas réussi à régler ces problèmes-là. T'as Ronaldo qui, je sais pas où il a appris à défendre, mais en tout cas c'était n'importe quoi. Quand t'as un milieu de terrain, enfin Kroos, moi j'ai vraiment du mal aussi en 6 dans ce Real-là où il fait pas les efforts. Je trouve qu'il prend peu de risques dans ses passes alors qu'il a un super pied droit. Enfin bon, c'est un gâchis. C'est vraiment du gâchis. Gareth Bale, on l'a pas vu. Il a fait une seule passe. Bonne passe pour Ronaldo. Benzema encore moins. Benzema il revient de blessure, mais bon on l'a pas vu. Et l'équipe était totalement coupée en deux, et quand tu laisses le milieu de terrain au Barça, c'est terminé. Ils mettent en place leur jeu. Ce qui fait la diff sur le début du match, c'est le Barça qui marque sa première occasion. C'est ça, avec c'est Sergio Roberto qui fait une très belle passe pour Suarez qui la met. Il me semble que c'est Marcelo qui est pas sur son côté. Du coup Ramos il monte, il est complètement perdu. Varane aussi, du coup Suarez il en profite, superbe appel et Sergio Roberto qui lui lance et le petit externe du pied, magnifique. C'est bon pour battre Navas, voilà. Ouais, enfin on peut parler justement de Navas sur le deuxième but. Par contre, il est pas tout à fait APS sur cette frappe. Il y a Neymar. Je vois juste là, il y a quand après, même un léger hors-jeu, mais après ça serait trop. Oui, mais après ça serait trop facile de taper sur Navas vu la saison qu'il fait pour l'instant au Real Madrid. Non, mais le problème aussi sur ces actions avec le Barça, c'est que ça lance dans le dos de la défense. Les mecs sont capables de tirer ou faire une passe en retrait sur le troisième but, où tu fais un décalage. Iniesta n'est pas encore parti que Neymar commence déjà à faire la talonnade, et derrière la défense est pris de court. En fait, ça joue tellement vite que le gardien, fait une petite erreur sur le deuxième but, mais par contre, c'est pas de bol parce qu'il plonge, parce que si Neymar l'enroule, Navas il l'a, et du coup en fait c'est parce que Neymar rate un peu son enroulé aussi que Navas se fait avoir parce que ça passe sous son bras. C'est ça. Donc j'irais pas incriminer Navas là-dessus, surtout la défense du Real qui a été totalement
Enfin, la défense et le milieu de terrain et l'attaque. Tout, Enfin, hein, ouais, en fait. toute l'équipe. Et en face, bon bah le Barça, avec en plus le gardien qui arrive à briller. Bravo, il a été énorme. C'est à partir du moment où il y avait quoi, déjà 3-0, où Bravo a commencé à se signaler et a fait un peu un match comme Mandanda contre Saint-Etienne. Bravo a été excellent dans ce match. Match à sens unique, techniquement et tactiquement, ils étaient largement au-dessus. Ça. Luis Enrique qui est un ancien de la Je maison. pense que tant tactiquement que Non, mais en plus, techniquement, on a ce qui fait est un assez bon match. énorme, c'est que, enfin énorme, pas du tout, mais non mais le Real est bloqué dans son schéma de 4-3-3 à cause de. On dirait Laurent Blanc là. On dirait que tu me décris Laurent Blanc. Bloqué dans son schéma de 4-3-3. À cause de Cristiano Ronaldo. Ancelotti avait fait en sorte de faire une équipe pour permettre à Ronaldo de ne pas défendre avec un rideau deux lignes de 4 en position défensive et Ronaldo qui restait devant. Et là, tu sens que voilà le Real reste bloqué dans son 4-3-3 défensivement, c'est pas cohérent et du coup le Real a pris l'eau. Et en face t'as Luis Enrique. Le Barça c'est connu quand même mondialement pour le 4-3-3. Mais en fait non. Là il aligne un 4-4-2. Enfin sur le que montrait la télé, il montrait 4-3-3 avec Sergio Roberto à la place de Messi, alors qu'au final c'est pas un attaquant, c'est vraiment voilà, un milieu offensif. T'avais vraiment deux pointes. C'est ça. Et tactiquement, Luis Enrique a apporté quand même quelque chose de nouveau au Barça depuis l'an dernier, et là ils ont très bien su le mettre en place. Le Barça démarre pas super bien le match, mais un contre ou sur une passe en profondeur. Tu sens que tout de suite ça. Donc c'est. Et donc tu vois que tactiquement, parce qu'on disait que le Barça pouvait s'en sortir sans coach, moi je pense que Luis Enrique a quand même une influence sur cette équipe-là, et tu vois que ça marche, et c'est ce qui permet au Barça, je pense que c'est ce qui a permis au Barça de relancer la machine, et du coup ils sont monstrueux, parce que bon on peut tailler le match du Real, mais le Barça est... Luis Enrique, le truc c'est que quand il est arrivé, il avait pas forcément l'aval de Messi dans le vestiaire. Et à partir du moment tu veux dire comme Ronaldo avec Benitez. Voilà, à partir du moment où Messi a dit ok c'est bon, et le mec a commencé à poser sa tactique, à faire tourner les joueurs. Tu vois, il peut mettre Messi sur le banc, et ça, Messi à droite surtout. Voilà, ça fait plus de scandale ce qu'aurait pu faire Messi avec d'autres entraîneurs, hein, c'est déjà arrivé. Donc maintenant qu'il est libre, les joueurs le suivent et ils adhèrent, ça contraste pas avec l'identité du Barça, donc tout s'est bien mis en route et un vrai ça va saigner. Et un vrai coup de cœur dans ce match, c'est Iniesta qui était un peu en dedans, notamment la saison dernière, et qui a fait un match tout simplement monstrueux samedi après-midi, ponctué et c'est la première qui faisait ça dans un classico, d'un but et d'une passe décisive. C'est ça, non mais tout le monde parle, les mécènes, tout le temps, machin, mais derrière t'as quand même Iniesta. Un joueur formé au club. Et ce joueur est fantastique. Ça fait 10 ans qu'on en profite vraiment au plus haut niveau. Il lui reste encore quelques saisons, et vu son niveau technique, alors certes physiquement, mais il joue le rôle de Xavi aujourd'hui maintenant. Voilà, c'est que Iniesta ne peut plus jouer ce rôle de faux ailier sur le côté gauche, mais de toute façon il n'y a plus besoin. Mais dans l'axe, c'est là où je le préfère. Techniquement et au niveau de la vision du jeu, c'est parfait. C'est fantastique. Et là, de toute façon, il y a qu'à voir le troisième but où il sent la passe arriver de Neymar, parce que même au ralenti, tu dis pourquoi, déjà, comment Neymar se dit, je vais faire cette talonnade-là, et Iniesta qui part et qui place le ballon magnifiquement. Enfin, là-dessus, rien à dire. On a ajouté de plus sur ce... Si juste une déclaration de Florentino Pérez lundi soir qui a annoncé qu'il a donné tout son soutien et son estime à Rafael Benitez. Ah, ça en général, c'est pas bon. Ça pue du cul. Il y a deux choses. Quand ça pue, c'est quand le président dit j'ai toute ma confiance envers l'entraîneur, et après, souvent, t'as les supporters qui réclament la démission du président, ce qui s'est passé durant ce match-là. Et souvent, là, le président, bizarrement, il a plus trop confiance en l'entraîneur et il le vire. Voilà, donc à voir. Il y a les élections qui arrivent. C'est vrai que dans ces clubs, la politique est très importante. Donc, vu qu'il a déclaré, à mon avis. Non, mais il voulait un entraîneur qui parle espagnol, il parle espagnol, c'est bien. Voilà. D'autres résultats à mettre en avant, c'est finalement l'Atlético qui prend la deuxième place en passant devant le Real Madrid. L'Atlético qui est à 4 points du Barça, le Real Madrid à 6, avec un court succès 1-0 grâce à Koké en début de match. Voilà, de l'Atlético classique. Ouais. Ça gagne petitement, mais ça gagne, et du coup ça passe devant ses gagne, rivaux. moi c'est une équipe, y a plein de gens qui aiment pas, moi je trouve ça pas du tout désagréable à regarder, j'aime bien, c'est des bonhommes sur le terrain quoi.
C'est moins technique et quand ça marche, Bah, pour le Griezmann qui illumine techniquement le le match. but est pas, c'est sûr que c'est pas le but de Ah, non. Iniesta et tout, mais tu vois Coquet, c'est lui qui récupère le ballon et c'est lui qui suit l'action de la frappe, je sais plus de quel joueur de l'Atlético qui est repoussé par le gardien et c'est lui qui suit l'action et qui pousse le ballon au fond du filet. Là par contre un autre club qui est par contre pas en péril parce que bon il est quand même 7e du classement, c'est Valence, mais pas dans une situation, mais qui avance plus trop, qui est quand même accroché et qui a été en plus dominé par le promu Las Palmas. Et en plus, on a vu les supporters Cette équipe avec un nom de boîte de nuit. et on a vu les supporters de Valence agiter les drapeaux blancs et tout, les mouchoirs blancs et tout. C'est la crise à Valence et je pense que seulement une qualification, en tout cas une victoire là en Ligue des Champions contre le Zénith pourrait leur permettre de retrouver un peu de sérénité. Mais c'est, je trouve, pour ma part, incompréhensible. Quand tu les as vus, même si c'est vrai que maintenant quand tu vois la saison de Monaco c'est pas une référence, mais quand tu les as vus jouer contre Monaco, tu vois les joueurs qui composent cette équipe de Valence, quand tu les as vus jouer notamment avant que Lyon réagisse les 40 premières minutes contre Lyon, il y a une qualité technique, une intelligence tactique je trouve dans cette équipe de Valence. Je trouve que Feghouli est bon, Alcacer plante en ce moment beaucoup et ça ne suit pas derrière. Une réaction là-dessus, mon cher Cédric? Écoute, je suis pas un grand fan moi de Valence. Oui, il y a des bons joueurs, mais je suis pas un grand fan du jeu déployé par Valence. C'est vraiment inconstant, comme tu disais. Parce que même contre Monaco, faut aussi resituer le contexte. Monaco, c'était un contexte particulier aussi pour cette équipe à ce moment-là. Oui, puis ils sont pas passés loin de se faire. Mine de rien, Monaco est pas passé si loin. Même s'il y avait eu une domination technique. Et on voit que Monaco fait pas un début de saison en boulet de canon non plus. Valence était pas prêt physiquement et on se rend compte que le mois d'après où ça a été mieux physiquement, en fait, c'est vite retombé quoi. Et ils sont loin d'être en perdition. Ils ont tout le temps qu'il faut pour remonter tranquillement sur des places européennes. Ils ont largement les capacités, mais il va falloir un petit peu se remettre en cause parce que Abdenour c'est bien, mais ça fait pas tout. Voilà, heureusement pour l'instant qu'il y a Alcacer qui est encore en très bonne réussite. Il doit être à 6 ou 7 buts en championnat. Et on va dire 6, voilà, heureusement qu'il est encore là pour amener des points parce que ça permet de limiter un peu la casse. Mais c'est vrai que sinon tu sens que collectivement il manque, il y a un truc soit qui s'est cassé par rapport à Août, soit Août comme tu dis c'était un petit peu en trompe-l'œil et qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore bien en place pour que ça soit dans le top 3, top 4 espagnol quoi. Du coup, le classement, c'est donc premier le Barça 30, deuxième l'Atlético 26, troisième le Real 24, quatrième Villarreal et le Celta 21 et sixième Eibar 20 points. Eibar qui n'a pas perdu puisqu'ils ont fait match nul à Villarreal avec notamment un arrêt sur penalty d'Alphonse Areola. Oui, et Villarreal qui avait l'occasion avec la défaite de Madrid de revenir à un point du Real qui ils sont dans leur petit coup de mou quoi. Ouais, ils sont un petit coup de mou, ils font un peu bêtement au final. Un petit coup de mapou. Et voilà, heureusement comme tu dis que le gardien français était là. Oui. Alors dans les matchs la semaine prochaine, donc on va parler au moins des 3 premiers. Le Barça reçoit la Real Sociedad, l'Atlético reçoit l'Espagnol, le Real Madrid va à Eibar. Et enfin, on va dire le match le plus intéressant, en tout cas le vrai choc, c'est un duel de milieu de classement, c'est le FC Séville qui reçoit Valence, un match où il y a beaucoup de Français, bon surtout du côté de Séville, on va pas se mentir. Sur le papier, l'année dernière aurait été un vrai choc. Un vrai choc, un duel sympa à regarder, et là cette année on sait pas trop du coup. Le truc c'est que Séville est à cette position-là parce que Séville fait un début de saison catastrophique et du coup là tu vois que les deux sont dans la même zone mais la dynamique elle est beaucoup plus je pense pour Séville et Séville dans le jeu est nettement meilleur. Oui, mais sinon dans le jeu, enfin je préfère vraiment Séville cette saison à Valence, mais ça va être le match je pense à suivre en Liga parce que ce sont deux équipes qui ont besoin de lancer la machine pour la course européenne. Et on termine ce 90e numéro de Passion Foot avec l'Italie. Je rappelle les résultats. Victoire du Torino à l'Atalanta Bergame 1-0. Match nul entre Bologne et la Roma 2-2. Victoire du Chievo. C'est un match honteux. C'était une piscine. On en parlera après. Victoire du Chievo à Carpi 2-1. Fiorentina Empoli 2-2. Succès dans les arrêts de jeu du Genoa contre Sassuolo 2-1.
Victoire de Naples 2-0 à Vérone. Grosse victoire de l'Inter 4-0 contre Frosinone. L'Inter qui marque plus d'un but par match dans un match, c'est énorme. Le choc, en tout cas l'affiche historique de cette Serie A, la Juve qui bat le Milan AC 1-0. Lazio Palerme partout et victoire de l'Udinese 1-0 face à la Samp. La Samp qui commence vraiment de plus en plus à dégringoler au classement. On commence à parler, Mallory t'es intervenu un petit peu, la Roma, match nul de partout à Bologne. De partout, et c'est loin d'être volé pour Bologne, puisque le début de match de la Roma est catastrophique. Alors le terrain on voyait à peine la pelouse tellement les mecs nageaient. C'est bien de voir Mapou là-dessus. Ouais, je comprends pas comment les arbitres et les référents ont pu laisser le match jouer dans des conditions pareilles, parce que c'était pas du foot. Ouais, il avait parfaitement raison là-dessus. De la Juve, ça. Et la première demi-heure, c'est une catastrophe pour la Roma qui est menée, qui arrive malgré tout à revenir, qui prend l'avantage contre le cours du jeu et qui finit par se faire rejoindre en fin de match. Un ancien joueur de la Roma, qui fête son but contre son ancien club, donc merci Destro. Qui fait pas le faux modeste. Non, et puis bon. Donc c'était compliqué pour la Roma qui a pas montré grand chose et c'était injouable de toute façon, ça ressemblait à rien. De toute façon, c'est le genre de terrain où tu peux avoir un 0-0 tout pourri ou un score, mais un 2-2, un 3-3. Comme on dirait un peu la loterie, mais il y a quand même autre chose. Mais... Je voudrais revenir. Oui, tu voulais dire quelque chose, non, sur la Roma ? Non, pas sur la Roma. Est-ce qu'ils ont un autre défenseur à 10 millions d'euros ? Franchement, ça se... Non, je voulais parler de Naples, mais ça... Vas-y, enchaîne sur Naples. Naples, qui en est à 9 victoires en 10 matchs après avoir bien loupé son début de saison. Il se retrouve deuxième. Bon, il profite de la contre-performance. 9 victoires en 10 matchs ? 9 victoires en 10 matchs, oui. C'est ça. Où tu vois ça, sachant que sur le championnat, ils sont... Ah oui, mais toutes compétitions confondues dans ces cas-là, parce que sinon, en championnat, ils sont à 8 victoires, donc j'étais là, comment ils peuvent être à 9 victoires ? Non, c'est vrai, voilà, avec l'Europa 9 League. victoires sur les 10 derniers matchs avec l'Europa League, c'est quand même une très belle série. Et quand même. Ce qui prouve que Higuain peut marquer des buts. Ouais, Higuain qui est en tête du championnat, du classement des buteurs, 10 buts. Devant Kalinic et Eder qui sont à 9. Il profite de la mauvaise perf de la Roma et de la Fiorentina pour se retrouver deuxième derrière l'Inter. C'est ça, 2 points. Donc, voilà, ils retournent à la place où ils auraient dû être et on se rend compte que le départ de Benitez au final ça leur fait pas trop. Le coach actuel c'est Sarri, je crois. Ouais. Oui. Moi j'ai regardé le match, c'est pas dégueu à voir. Sur la première mi-temps, Naples domine largement, ça manque un peu de justesse dans le dernier geste, mais tu sentais que ça allait finir par marquer. Et en deuxième mi-temps, voilà, ils en mettent un, puis un deuxième, fin du match, ils gèrent jusqu'à la fin. Ils gèrent. J'ai pas vu la fin du match, mais à partir de 2-0. À un moment, ils avaient coupé pour mettre le derby corse Bastia-Gazelle avec des jeux il me semble. C'était même plaisant à avoir joué cette année Naples. Ça marque et c'est solide défensivement. 5e clean sheet d'affilée. Ouais, Higuain est en forme. Même, tout va bien quoi. Et j'ai redécouvert que Reina est titulaire à Naples, donc. Et oui. Après son petit passage au Bayern Munich sur le banc, qui avait donc tout le monde se souviendra longtemps. C'est ça. Et t'as vu un autre match du championnat italien? Fiorentina contre Empoli. Très beau match. La Fiorentina largement favori sur cette rencontre pour ce derby. La Fiorentina qui démarre bien le match dans le jeu, mais qui en prend 2. Qui démarre bien dans le jeu. C'est couillon. Hein. La Fiorentina qui a le ballon, nous on connaît c'est l'inverse du PSG. Avec Grishka. Qui commence mal mais qu'en met 2. La Fiorentina a le ballon, mais c'est vraiment brouillon devant et ça n'arrive pas à mettre en place son jeu dans les 30 derniers mètres. Derrière ils en prennent 2 et le deuxième est pas mal. Donc la Fiorentina essaye de revenir au score mais n'arrive pas en première mi-temps et en deuxième mi-temps là c'est le rouleau compresseur. Ils finissent par égaliser et derrière ils continuent de pousser. Il y a une barre, il y a le gardien qui en sauve. C'est Kalinic, je crois, qui marque un doublé. Oui, qui met un doublé mais qui rate aussi, qui est pas loin de marquer le 3e dans les arrêts de jeu. Ça a été un match vraiment plaisant parce que très offensif et avec des buts. Et voilà, la Fiorentina qui rate l'occasion
de mettre 3 points. Si la Fiorentina qui gagne pas à domicile quand même déjà, fallait la le voir. Fiorentina qui fait un match nul, Voilà, c'est son qui premier. c'est son premier Voilà. de la saison. Comme la Lazio sur ce week-end aussi. Et Comme Bologne aussi, c'est donc trois équipes qui avaient pas encore fait match nul. La Fio qui rate l'occasion de prendre la tête de la Serie A. C'est dommage, mais c'est le genre d'équipe qui donne envie de regarder ce championnat-là parce que ça joue vraiment au foot. Et la Juve qui manque, qui se replace avec sa victoire. C'est mieux, hein, un peu mieux, je trouve, dans le jeu là depuis. Et Pogba est mieux aussi. Pogba Voilà. est mieux, ouais. Pogba est mieux. Et l'action du but, elle est fantastique. Mm. Oh là là, Ouais. cette petite passe lobée FIFA qui tombe pile poil, le centre instantané, la reprise. Enfin, tout est beau quoi dans Et l'action. Dybala qui continue de quand même surnager dans cette équipe. 6 buts. Qui s'appelle ouais. Med. Bon, Et en fait, il y a une concurrence entre moi et Maloré sur les Oui, mecs voilà. de merde Et aujourd'hui. du coup, ça. Il y aura pas de vainqueur, hein, je vous rassure. C'est pour éviter que des gens lancent une fatwa sur toi. J'équilibre. Ça donne de l'intérêt au championnat italien cette année, du coup. Ah bah il est Et, très intéressant. ouais, Très très intéressant. Il intéressant. retrouve un niveau que je trouve qu'il avait perdu les 3-4 dernières saisons Et du où c'était suspense. franchement Ça moyen. manque tout de même d'un Antonetti dans ce championnat. Je suis désolé, hein, pour l'instant, je vois sur les meilleurs buteurs. Attends, sur mon classement des buteurs, j'ai en vision les 23 premiers, je vois quand même Anthony Mounier dans les 23. Je me pose quand même quelques questions quand même encore sur ce niveau du championnat. Ouais, enfin il joue à Bologne. Oui, bah, il a marqué quand même 3 buts. Mais surtout sur le suspense Oui. qui est intéressant cette année. Parce que Baïbaï qui a mis 2 buts à Valenciennes. Hein, là, t'as encore jusqu'à la Juve. Pasalic, qui est j'en ai mis champion, trois, le 5 premiers. Je vais donner le classement de ce championnat. Premier Inter 30, deuxième Naples et Fiorentina 28, quatrième la Roma 27, cinquième Sassuolo 22, sixième la Juve 21, septième le Milan La Juve qui 20, raccroche, hein, mine de rien. septième le Milan 20. Il y a quand même encore un écart avec la Oui, Roma enfin. avec ça. Et ils sont 4 devant, donc Mm. bon, faut quand même qu'il y ait un sacré décrochage pour que la Juve puisse être premier. hein. Et puis le Torino 18. La Ligue des Champions, c'est aussi la 3e place, hein, c'est que les 3 premiers, donc Oui. il va falloir vraiment s'accrocher du côté des Juves. Et à la prochaine journée, il y a un petit Naples-Inter-Milan qui va être sympa à voir jouer. Je mets Naples. Hein. Oui. Je mets Naples. L'Inter a mis 4 buts dans un match. Oui, mais Tout c'était peut arriver. c'est à Frosinone. Naples. Un but de C'était 30 mètres de Frosinone. Kondogbia comme contre Non, Arsenal. l'Inter, voilà. Je suis pas un grand fan de cette équipe. Je suis pas fan de cet Inter là, mais vraiment pas. Ça fait bien longtemps que je suis pas fan de l'Inter. quand même. Depuis qu'il n'y a plus Yuri Djorkaeff. Voilà, c'est tout. Ah, Depuis bon. qu'il n'y a plus Cambiasso déjà. C'est ça aussi, parce que j'ai regardé un petit peu l'Inter ce week-end. C'est impressionnant parce que nous, on est d'une génération qui se souvient de l'Inter de Cambiasso, Stankovic. Ta gueule, je me Zanetti. sens vieux. Alvaro Recoba. Ouais, Alvaro Recoba. Et là, tu regardes l'Inter, t'as Babiani, t'as les buteurs, c'est qui Murillo, Brozovic. C'est que, enfin, t'as pas mal de mecs qu'on ne connaît plus du tout, c'est fou. Non mais quand toi, même, change. ça c'est quand t'allais trop loin dans FM et que t'as des joueurs que tu connais plus. Donc tu connais plus les noms. Non mais Les c'est- règles- Ils sortent d'où C'est des Non, régales. mais c'est normal. Non, mais après, je pense que ceux qui regardent beaucoup plus la Serie oui, A après, je dis pas que c'est connaissent mauvais les joueurs. ça doit être des bons joueurs. De toute façon, le souci de l'Inter pour on va dire le grand public, c'est de pas jouer les coupes d'Europe. Et Oui, c'est ce qui va les évidemment. avantager cette saison en Serie A, mais c'est sûr que s'ils enchaînent les saisons en Coupe d'Europe, tu vas commencer à les connaître Bien sûr. les joueurs. Surtout qu'ils ont un super gardien. Oui, c'est ça, ça. c'est vrai. Andanovic. Un des seuls que je connaissais d'ailleurs. Et ben voilà, fin de ce 90e numéro de Passion Foot. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu. On vous a fait. J'espère qu'on vous a fait rire aussi, notamment avec mes blagues. On n'a pas parlé de Guingamp, On n'a pas parlé du SCO non plus. ni du Feyenoord. Jonas Du bien. Ni du C'est pour ça que c'était une bonne émission en fait. C'est ça. Cherchez pas. Hein. Voilà. Et ben voilà, bonne soirée ou bonne journée. On se dit du coup à la semaine prochaine Salut à tous. avec pratiquement les mêmes sauf Cédric. Voilà. Ciao. Ciao.